Bonsoir YouTube, bienvenue pour une nouvelle émission et bonsoir aussi Jérémy, comment ça va hein. Je vais commencer avec toi, comme ça pour une fois tu ne râleras pas. Du coup, Voilà. vas-y. Ben, ça va, ça allait, et puis un sujet est arrivé dans le chat, et voilà, c'est parti en cacahuète, mais tout va bien, tout va bien. Oui, parce que ce soir on va parler de l'avenir du jeu qui est pas Harry Potter, hein, comme est en train de le dire Natou, mais vous allez justement découvrir quel est cet avenir que Jérémy prévoit dans sa boule de cristal. C'est parti Jérémy, je te laisse la main. Alors, ce soir, nous allons parler d'une tendance qui existe déjà en Asie, qui s'est déjà développée beaucoup. D'ailleurs, une tendance à laquelle on a déjà consacré un petit passage dans une émission il y a quelques mois en arrière, qui arrive en France. En tout cas, il y a certains gros acteurs du marché, notamment du marché du livre, se lance dans la danse. Donc on va aborder ce sujet qui est le live shopping, expliquer un peu ce que c'est, pourquoi ça arrive en France, les communiqués de presse, pourquoi c'est déjà dans le secteur ludique, de quelle manière, et pourquoi on est à deux doigts que ça arrive dans le jeu de plateau. Et j'ai même interrogé quelqu'un qui a fait une petite réponse en vidéo que je vous diffuserai au moment opportun en fin de soirée. Donc restez bien avec nous, cher public. Commençons par, c'est quoi la vente en live streaming? C'est le fait de, c'est notamment sur TikTok, les plateformes de vente un peu comme Twitch, etc., qui en Chine sont, c'est je crois, je sais plus exactement les chiffres les plus récents, là où chez nous, par exemple, quand on parle d'achat en ligne, le premier mot magique qui vient dans la tête des gens, c'est Amazon, ou ce genre de plateforme. Il Oui, faut savoir qu'en c'est Zins, plutôt Shine et je sais plus comment elle s'appelle l'autre qui en ce moment ont pris le dessus là. Temu, etc. Donc Ouais, voilà, on est Temu. sur ces plateformes-là. Il faut savoir que en Asie et notamment en Chine, en fait, ce sont les plateformes dites de commerce en live. Donc faire de la vente, c'est-à-dire c'est comme si nous là, tout simplement, on se mettait à vous parler d'un jeu et vous pouviez tout de suite cliquer pour l'acheter. En gros, c'est ça le live shopping. C'est tellement populaire d'ailleurs en Chine qu'à un moment donné, ils avaient carrément des studios en gare dans lesquels ils réunissaient plusieurs influenceurs qui justement passaient leur journée à faire des lives de présentation de produits où tu pouvais les acheter. Oui, je me souviens effectivement, c'est l'année dernière qu'on en avait parlé. Donc, Mm. un peu comme tous les modèles dominants, quand ils génèrent beaucoup d'argent, eh ben, ils imprègnent un peu le monde. Et il faut avouer que aujourd'hui, c'est un peu ce qui domine aussi un peu partout. Alors de manière différente, évidemment, avec les influenceurs et influenceuses. On voit que TikTok a quand même pris une sacrée marge d'avance et que Mm. TikTok a lancé il y a quelques années, on va y venir après, un TikTok Shop, donc français, hein, j'entends. Donc voilà, donc cette plateforme existe et est amenée à se développer. Mm. Je vous ai fait un petit, hop, je peux l'agrandir un peu. Bah, c'est une des raisons pour lesquelles ils cherchent tellement à contrôler TikTok Ouais. chez nous, quoi. C'est ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est comment ça marche. En fait, tu as les booktopers, ce qu'on appelle, donc ceux qui présentent des livres ou ceux qui font des recos sur Mm. les formats courts. Tu as le feed, donc le feed, c'est la page d'accueil, par exemple, qu'on peut avoir sur Instagram, mais c'est aussi sur TikTok, le défilement, etc. Mm. Donc ce sont les endroits où tu vas découvrir en fait des produits, puisqu'en fait ce ne sont plus que des plateformes entièrement dédiées comme des catalogues, hein, des catalogues vidéo quasiment, on pourrait dire ça, Mm. mélangés avec des gens qui font des challenges, des danses, des trucs comme ça, quoi, des extraits de vidéos, de, de, de personnalités, etc. Donc c'est un melting pot qui fait que euh, tu es entièrement, ton cerveau, tu vois, il est habitué à checker là-dessus. Il fait plus la distinction entre ce qui est du contenu informatif de ce qui est du Mhm. contenu promotionnel, communicationnel, du divertissement, etc. Tout se mélange un peu, quoi. Sans Oui, parler du fait que ça clignote, etc. surtout quand tu as certaines plateformes qui ont des liens assez forts, hein, comme par exemple nous on est sur Twitch, ça appartient à Amazon et effectivement le rêve de pouvoir mettre un bouton sur lequel bah, tu puisses récupérer le produit qui est présenté directement sur Amazon, je pense que ça, Jeff Bezos, il aimerait bien, hein, surtout que ça pourrait être quelque chose d'envisageable, puisque tu as même des applications aujourd'hui qui te permettent, quand tu scannes un objet dans une photo ou sur une vidéo, de avoir des propositions d'objets qui y ressemblent que tu pourrais acheter, tu vois. C'est ça.
Alors, il y a déjà un peu des systèmes équivalents, c'est-à-dire que quand ton compte est lié, tu peux avoir tu peux mettre dans les descriptions, tu vois, des liens affiliés, Mm. etc. Bah, pareil sur YouTube, tu peux mettre en vente des objets qui t'appartiennent ou qui sont liés à ta boutique. Par exemple, si tu as des Mm. t-shirts, des goodies, etc., tu as beaucoup de gens qui font ça, par exemple. Mais Mhm. tu as quand même le fait que la plateforme récupère une énorme partie des frais, ce qui est moins avantageux pour l'instant. Tu vois, ça pourrait être cool, hein. Je pourrais essayer de te mettre en vente directement sur Twitch, voir si quelqu'un serait intéressé. Allez, si ça fait un peu de sous, moi, tu sais, on n'est jamais contre. Euh, L'autre chose, donc, c'est que la force donc du live shopping, comme je disais, donc il y a la découverte. Il y a le fait aussi que tout de suite, de la découverte, tu passes à la démo, c'est-à-dire qu'immédiatement, on te Ouais. montre en live, on fait des unboxings, on peut tester les objets, puisque là, effectivement, on parlait de jeux de société ou de livres, mais il faut comprendre que c'est n'importe quel objet, c'est-à-dire imaginez Amazon, vous voyez tous les objets qui sont possibles d'acheter sur Amazon, eh ben, c'est exactement pareil. Là, on peut vous montrer, je sais pas, le dernier tournevis à la mode, le collier pour chien qui clignote, ce que vous voulez. On en fait un live, on vous fait une présentation TikTokienne, donc c'est 3 minutes max, tu vois. On te t'ouvre les paquets, le fameux unboxing que nous on connaît notamment avec euh, les cartes, les boosters, etc. Là où Oui, et à un moment donné, il est Vas-y. même pratiqué avec les boîtes de jeux société, et notamment les Kickstarter. C'est ça. Mais tu vois, c'est quelque chose qui est, par exemple, a disparu pour les jeux de plateau. C'est très très rare maintenant d'avoir du unboxing, là où c'était une des vidéos dominantes Oui. il y a une dizaine d'années. Mais c'est parce que c'est des vidéos qui n'étaient pas faciles à réaliser, dans le Oui, sens que tout le monde ne pouvait pas faire du unboxing. Il faut réussir à animer, il faut pas juste t'extasier devant le matériel que c'est tu ça. sors, il faut que tu aies des choses à dire. Et il y a beaucoup de vidéos où c'était creux, quoi. Oui, bah oui, parce que c'est juste, ouvre la boîte, il te fait oh, ouh. Et puis voilà. Et on D'ailleurs, oh, bonsoir Franck. Salut Franck. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui a disparu, mais si on se rappelle bien, Trick Track et les toutes premières vidéos donc, de Monsieur Fall étaient des unboxings, et la personne allait beaucoup plus loin que ce que les youtubeurs d'aujourd'hui font, puisque Monsieur Fall, non seulement filmait une première ouverture de boîte, mais pour avoir des plans différents, remettait tout proprement dans la boîte et refaisait une deuxième ouverture. Donc il y avait quand même déjà une recherche de faire un vrai travail de fond. Bon, l'unboxing jeu de plateau a disparu, en tout cas aujourd'hui. Il n'y en a plus besoin, j'ai l'impression. Par contre, il est toujours présent quand tu achètes des tas d'autres objets, notamment si c'est des objets plus ou moins, on va dire, dont le packaging est important ou le contenant est aussi important. Je pense à En des... fait, Vas-y, vas-y. quasiment le seul format qui a vraiment quasiment pas évolué depuis Trick Track, c'est les fameux XP Party, hein, que tu vois toujours. Et quand tu vois par exemple que dernièrement, nos amis du dimanche, là, ils ont fait une partie de Twilight Imperium qui dure 12 heures et que la vidéo fait 1200 vues, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Oui, enfin, il Même faut voir si le taux de rétention. potentiellement, ouais, voilà, même si potentiellement le taux de rétention est pas élevé, il en reste que moi je trouve que la vidéo fait un joli carton vu le nombre d'heures qu'elle propose, quoi. Oui, oui. Mais vas-y, excuse-moi. Non, non, mais... et donc, de la démo, bah forcément, quel est l'impact aussi par rapport à d'autres moyens de communiquer et de vendre? Salut Philippe. Bah, ce sont les questions, en fait, les interactions qu'il peut y avoir entre l'influenceur ou la marque et le chat, notamment. Ça peut être des réponses aux questions, parce que quand tu présentes un produit, bah, immédiatement, tu peux répondre aux questions les plus importantes que les gens se posent, en tout cas, ce qui levait les freins à l'acte Mm. d'achat. Tu peux lancer des sondages, et peut-être que nous, on ne le fait pas assez, mais si on avait plus de modération, de modérateurs dans le chat, on pourrait lancer des sondages, par exemple, à des Mm. moments intéressants lors des lives, pour avoir justement vos avis là-dessus. Et la finalité du parcours du live shopping, c'est évidemment l'achat immédiat, et on parle là d'achat in-app. Donc directement, je répète, vous êtes sur TikTok sur votre smartphone ou sur votre application de live shopping, donc qui sont des sortes de Twitch hein, ou de TikTok. Vous avez tout ce parcours qui se condense en seulement quelques minutes, ce qui est très 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 important pour que votre cerveau n'ait pas le temps de se dire « Ouh là là,
je dois réfléchir, ça m'intéresse pas ou quoi, mais non, vous êtes dans une espèce de frénésie, tous les biais sont levés d'un coup, et vous pouvez avoir le paiement en un clic maintenant, tu tac. Donc on est vraiment dans la maximisation de ça. Donc pour expliquer pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas anodin et pourquoi ça s'est imposé en Mais, Chine, hein. Et on ne parle pas de 10 000 personnes, on parle d'un marché entier de la vente en mm. ligne, ce qui n'est pas rien, quoi. Mais il faut que ça reste quand même d'une certaine façon sous le contrôle des influenceurs. Parce que imagine que demain, justement, Twitch décide de faire des liens justement vers Amazon, mais que ça soit fait par une IA. Tu pourrais te retrouver à faire une vidéo où tu parles de la problématique du codename Harry Potter avec dans ton live un bouton qui te permet d'acheter ce codename. Oui, Et oui. là, ça serait un Bah, petit peu il n'y a plus pas de, il y a tendancieux, pas de quoi. petit profit, hein, j'ai envie de te dire. Mais oui, oui. Bon, bah bravo, on vient de se faire cancel. Merci Jérémy. En fait, quand tu parles d'influenceurs, influenceuses, pour moi, tu vois, il y a des représentants de certaines marques qui le sont devenus. Tu as des gens qui sont aussi des grands communicants, qui travaillent pour d'autres marques, et qui sont aussi devenus, en fait, des représentants, de même que, tu vois, à l'époque, un Monsieur Fall ou un Monsieur Guillaume était devenu un ambassadeur de Trick Track, ou de Flat Prod, si tu préfères. Donc, en fait, euh, je pense que là-dedans, tu as aussi, si on prend un exemple comme Simon du Passe-Temps ou Tatiana des petits pitchs de Ori Games, bah, tu vois, Mm. Tatiana de Ori Games, c'est pas la marque. Pourtant, elle représente la marque, en fait. Et c'est elle la communicante, et c'est elle toute l'image de la marque. Donc, elle pourrait très bien, ils pourraient très bien lancer leur propre TikTok shop. Mais je suis pas sûr hein, que sous les petits pitchs, tu n'aies pas le e-shop, le lien vers le e-shop de Ori Games, hein. Oui, oui. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un lien, et même des liens affiliés vers des partenaires comme Philibert ou comme Ludum ou des gens comme ça, hein. Il y a Mm. quelques semaines. Ludum, Vas-y. il paraît, excuse-moi, hein, mais il paraît que Ludum, c'est même devenu, c'est rendu que c'est moins cher d'acheter chez eux que sur Philibert. Oui, oui, bah, ils ont Donc, une pratique agressive là-dessus. Salut Fabien. Il y a quelques semaines, parce que si on vous raconte ce qu'est le live shopping, ce n'est pas innocent. Il y a quelques semaines, il y a eu un communiqué de presse de Hachette Livre, conjoint avec TikTok, qui explique justement que Hachette Livre va être le premier éditeur français qui sera sur TikTok Shop pour justement vendre des livres. Ce qui est une première et ce qui est aussi une nouvelle manière de toucher un public qu'on veut croire ou qu'on a tendance à imaginer étant beaucoup plus jeune sur TikTok, même si je pense que comme tous les réseaux sociaux, il va finir par être imprégné de gens plus âgés, et puis les jeunes vieillissent aussi, donc il va finalement devenir comme tous les autres vieillissants, mais pour l'instant en tout cas, il touche un public de jeunes, donc très... alors, j'ai lu une étude qui te donnerait tort, qui semblerait affirmer, donc une étude de sociologie américaine, qui semblerait démontrer que au-dessus de la quarantaine, il y a une espèce d'aversion pour TikTok qui fait qu'il y a une partie de la population qui refuse littéralement d'y aller. Et Oui, là, on a des gens de 40 ans qui finissent par débarquer sur Instagram ou sur d'autres réseaux où effectivement la moyenne d'âge est assez basse. Et ben TikTok, il a un petit côté qui répulse tellement que pour l'instant, ça semble être un lieu. Alors, j'allais dire un lieu safe, mais non, c'est très problématique TikTok. Mais c'est un lieu qui pour l'instant reste dominé par les jeunes, quoi. Bah, oui, du bien moins aux sûr. États-Unis, d'après l'étude. Oui, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je parlais de vieillissement des personnes qui l'utilisent, puisque Facebook, c'était un peu Ah la oui, même oui. chose. C'est-à-dire que au début, bah oui, tu y es, puis une fois que tu as pris l'habitude d'y être, encore plus fort parce que par rapport aux autres réseaux où c'était des habitudes de communication ou des habitudes Ouais, d'information ou de relations, ouais. si tu commences à avoir des habitudes d'achat, à ce moment-là, ça devient aussi une plateforme que tu garderas, quand bien même tu ne Oui, consommes plus le contenu éditorial. j'ai mal compris effectivement ton point. Je croyais que tu parlais du fait que, et c'est vrai, hein, les réseaux sociaux, au bout d'un moment, se font envahir par des générations plus âgées. Mm. Et ça a été le cas avec Facebook, hein, plus que le vieillissement d'ailleurs de la population qui Oui, l'a exploité. On s'est tous retrouvés avec nos parents qui d'un seul coup ont débarqué sur Facebook. oui.
Et qui faisait la fameuse blague de face de bouc, hein, qu'il faut arrêter, hein, parce que elle était trop exploitée. Et dans le cas de TikTok, c'est quelque chose qui semble ne pas se faire. Parce que il y a un côté qui est un peu répulsant dans le réseau social. Vas-y, excuse-moi. Oui, parce que justement, il est trop imprégné de code. En fait, les autres réseaux ont eu des codes, mais ils ont été plus lents à se développer et ils étaient moins prégnants. Sur TikTok, les codes vont hyper vite, sont très dynamiques, et donc le temps que tu t'imprègnes de ça, t'es déjà dépassé en réalité. Donc je pense que ça s'adresse pour le coup à une génération. Mais j'étais d'accord avec toi, tu disais ça a attiré des générations, maintenant ça attire même les dégénérés, donc c'est le cas de le dire. Ou alors, c'est que il y a une proposition ou une façon de faire dans le fonctionnement du réseau qui crée une aversion. C'est-à-dire que souvent, l'argument justement qui est exprimé dans l'étude, pour lequel les gens ne veulent pas aller sur TikTok, c'est qu'ils n'aiment pas les intentions de la plateforme. Et c'est ce qui est un peu, dans l'étude, c'est ce qui m'a un peu dérouté, parce que au final, c'est souvent des gens, dans ceux qui ont été interviewés, on se rend compte qu'on a des parents qui aiment pas la plateforme, mais ils laissent leurs enfants y aller. Tu sais, tu dis comme, il y a un peu contradiction dans le discours là. Je sais pas ce que tu en penses, Oui, oui, oui. mais Bah, revenons au sujet. Excuse-moi. donc Hachette, pourquoi il se lance aussi sur le TikTok Shop maintenant, au-delà du coup de com évidemment, c'est qu'ils ont flairé le marché, mais parce que Hachette, bah, ils sont un peu partout dans le monde et qui sont aussi, Mmh. je pense, très au fait de ça. Mais aussi, il y a une très forte communauté, on sait, pour le livre, qui sont les booktokers, je crois qu'on dit. Ça y est, je deviens vieux, je ne sais plus dire les mots qu'il faut. En tout cas, la communauté BookTok, donc, qui sont ces fameux influenceurs ou personnes comme toi ou moi, qui ne sont pas influenceurs, mais qui sont juste des Mmh. passionnés de livres, et qui parlent de livres, qui partagent ça en des vidéos très courtes, Mmh. et qui ont en fait redonné enfin, qui ont généré des ventes monstrueuses sur des livres Mmh. parfois qui n'étaient pas du tout estampillés, en tout cas habitués avec la communication traditionnelle à s'imposer comme ils auraient dû. Ça a même Mmh. lancé des fameuses tendances avec ces fameux livres dark romance, etc. Euh, et donc, il y a il y a un vrai impact. C'est pas juste Oui. ah là là, c'est ces idiots surtout sur TikTok. Non, si vous pensez encore comme ça, pour le coup, c'est que vous n'avez pas compris ce qui est en train de se passer dans le changement de Mmh. dynamique au niveau de l'influence et donc de la vente derrière. Parce qu'on le rappelle, hein, l'influence, c'est enfin, on est là sur du divertissement plus achat immédiat. Mmh. Enfin, on peut pas faire mieux pour vendre quelque chose, quoi. Mais c'est très intéressant parce que c'est un format qui, le fait de s'imprégner des réseaux sociaux, tu vois, les maisons d'édition comme Marvel ce sont parmi les premières à s'y être intéressées, Hachette aussi à l'époque. Justement, on est sur les premiers éditeurs qui ont commencé à fournir les influenceurs en matériel gratuit, un petit peu comme nos fameuses boîtes. Parce que justement, ils s'étaient rendus compte que les comics qui étaient en perte de vitesse, les gens qui en parlaient et qui communiquaient la passion sur les réseaux sociaux arrivaient à ramener un nouveau public. Donc Marvel, DC avait beaucoup misé là-dessus, Black Horse aussi, et Hachette, qui a un pied à la fois dans le monde du livre et de la bande dessinée, en fait avait emboîté le pas, alors que d'autres maisons d'édition plus traditionnels et plus historiques ont mis énormément de temps à justement s'accaparer les services d'influenceurs. Donc là, les voir tenter une expérience nouvelle sur le réseau TikTok, moi je trouve ça pas étonnant, hein, parce que ça reste, comme je le disais, une maison d'édition qui est assez avant-gardiste dans les stratégies qu'ils peuvent mettre en place. Et dans les derniers temps, on avait une baisse. Et donc, bah, ils ont bien raison de tenter l'expérience jusqu'au bout, quoi. Oui, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le marché traditionnel. C'est-à-dire, ce n'est plus Non. la communication traditionnelle qui arrive. Alors, tu as toujours les gros vendeurs de livres, hein, les traditionnels Mm. best-sellers, qui ben, ils sont installés, donc quand ils ressortent leurs nouveautés, tu sais que ça va fonctionner. Mais tout le reste, qui est un marché ultra concurrentiel, avec, Mm. je sais plus combien on avait dit, 30 et quelques mille livres sortis l'année dernière,
Donc ça représente quand même euh, une capacité à exister en termes de communication qui est quasi impossible, si ce n'est Ouais. passer par ces fameux réseaux où on Mhm. l'a vu. Je rappelais qu'il y a certains livres qui ont explosé grâce à quelques TikTokers. Il suffit en plus même Mhm. pas d'en avoir beaucoup, il suffit d'avoir les quelques-uns qui sont influents pour que, comme TikTok est une plateforme basée sur la réplication, et Ouais. moi je dis le plagiat, mais on dit réplication et les trends, les tendances, bah, du coup, ça fait une espèce de bouche à oreille virtuelle, Ouais. virale, qui est fabuleux. Et donc, le fait d'arriver à être un paiement immédiat, bah, tu boucles la boucle en fait. Hachette est en train de s'approprier Ouais. tout le chemin. Et puis, ce que tu peux changer aussi, c'est que ça te coûte rien Mhm. en fait de faire un teaser de 1 minute ou 2 pour parler du bouquin et voir si ça prend. Et si ça prend, le mec il fait en un clic, il t'a acheté le bouquin. Enfin, tu vois, en termes Mhm. de com, tu as réduit tes coûts, c'est énorme. Tu peux proposer des nouveaux formats, les fameux formats, tu sais, où Mhm. si tu te connectes à minuit, boum, ton achat il sera avec une couverture spéciale. C'est maintenant ils font avec ils font de la couleur sur le côté des pages. Oui. Oui, ils font des œuvres collector un petit peu de la même façon que tu as les boîtes collection dans le jeu vidéo, quoi. Et avec, parfois, ça va être des dessins, un peu comme dans les comics, hein, quand tu sais, as les couvertures alternatives sur un numéro spécial que tu peux collectionner. Et il y a des gens qui sont friands d'ailleurs de ce genre d'ouvrage. Par contre, si tu me permets, juste pour répondre à Franck, Franck est en train de dire ça représente beaucoup d'armes dans le sens que, bah oui, produire des livres en papier ça fait de la déforestation. Alors déjà, je crois que Hachette fait partie des éditeurs qui ont des plans. Alors, je sais que Jérémy va tout de suite me dire oui, mais ça a été prouvé que c'était pas forcément efficace. Bon, dans tous les cas, ils ont des plans de comment t'appelles ça là quand ils replantent les arbres? Oui, PFC, un truc comme ça, je sais plus le Ouais, c'est terme. ça. Mais surtout, j'ai remarqué, alors tu vois, il y a des éditeurs chez qui c'est encore assez compliqué de trouver leurs nouveautés en version numérique, pas Hachette. Hachette, que ça soit dans ce qu'ils produisent chez Brajlon en bande dessinée, ou dans beaucoup de formats, en fait, c'est très rapide d'avoir les copies numériques. Et tu vois de plus en plus de jeunes, justement, qui stockent des quantités de livres assez impressionnants sur leur téléphone. Juste pour revenir sur un point que tu as soulevé, tu disais, t'as pas besoin de contacter beaucoup d'influenceurs. Moi, j'ai plutôt l'impression que si, parce que, alors tu vas me dire peut-être que j'ai tort, hein, je te laisserai la parole juste après, parce que justement, dans le réseau du livre, il y a tellement de types d'œuvres différentes. Tu as t'as les fans de la science-fiction, tu vas avoir les fans de l'heroic fantasy. En ce moment, tu me parlais de la dark heroic fantasy et tout ça. Et c'est pas forcément des populations qui se mélangent et du coup tu peux te retrouver avec des TikTokers qui sont et d'ailleurs c'est ceux-là qui sont souvent les plus influenceurs Oui, donc ce sont que ceux qui ont le plus d'influence, voilà, ça va être mieux dit comme ça. C'est ceux qui sont spécialisés dans certains domaines et qui ont une grosse connaissance de ce dernier. Donc j'ai l'impression que ça t'en prend quand même plusieurs parce que Hachette ne sort pas que de l'heroic fantasy, ça sort du roman de gare du livre un peu plus spécialisé comme la hard SF et tout ça, quoi. oui, oui, mais c'est exactement ce que je pensais en fait. C'est-à-dire, je parlais de la dark romance dans le courant actuel qui cartonne en termes de vente. Mais oui, oui, en Mm. fait, quand je parlais d'un seul influenceur ou d'une petite quantité, je parlais pas d'influenceurs généralistes comme on peut retrouver dans le jeu de société, mais plutôt, comme tu le Ok. précises, d'influenceurs spécialisés. Effectivement, tu as des gens qui sont spécialisés dans la dark romance, par exemple. Ils ne lisent et ou ne parlent quasiment que de ça. Ils viendront jamais te parler du dernier Musso, par exemple. Donc oui, tu as déjà une sectorisation, c'est ce qu'on appelle la micro-influence, sauf qu'elle est micro, mais elle a un impact macro, quoi. Oui. Alors, par contre, c'est là où aussi ça peut devenir dangereux parce que il y a aussi toute une génération d'œuvres qui se font par le via du web et qui sont gratuites, notamment dans la dark fantasy. Donc, il y a aussi une grosse concurrence. Donc, utiliser les influenceurs
ceux qui ont le plus d'impact, ça reste que ça devient rentable pour pouvoir lutter face à une concurrence qui, elle, est fondamentalement gratuite, hein. Oui, bien sûr. Dans les autres possibilités aussi qu'on n'avait pas avant, ou en tout cas auxquelles c'était plus difficile d'avoir accès, qui était notamment la promo, c'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais genre passé chez Ruquier le samedi soir, par exemple. Tu savais que Mm. quand tu étais un auteur et que tu passais chez Ruquier, même si tu allais te faire défoncer par les deux chroniqueurs présents, tu savais que Ouais, c'était 20 ou 30 000 ventes dès le lundi matin. Donc, mais les places étaient chères parce qu'ils ne recevaient pas non plus, voilà, tu n'avais pas 10 000 ouais, personnes pouvant être présentes. Aujourd'hui, tu peux faire un live, toujours sur ces chaînes TikTok, où tu peux avoir ouais, un auteur qui peut être présent, qui peut répondre à des questions et des réponses en live, et donc, immédiatement, tu peux acheter. Nous, par exemple, quand on fait une interview d'un auteur ou qu'il est présent, en général, on n'est pas en live, jamais, et de toute façon, il ne peut pas vendre immédiatement. Donc, la puissance de l'acte d'achat est moins forte. Mais pour une maison d'édition, un éditeur, bah, t'imagines, ça lui coûte plus rien. T'as plus besoin de le faire déplacer et tu peux juste il suffit juste qu'il ait une connexion potable et hop, un petit live d'1 heure de temps en temps, il voit ses ventes décoller. Donc en plus, pour lui, c'est tout bénef. Donc on est aussi sur des mécaniques de communication beaucoup plus, je pense, performantes. Et puis, mm, Et puis, comme tu le rappelais, la micro-influence, c'est quoi? C'est de la data. C'est de la data sociale, notamment. Et donc, ouais, tu peux avoir un pilotage plus fin dans quel livre tu veux mm, pousser, combien de temps le pousser, parce que tu as des réactions quasi immédiates. Donc, tu peux aussi stopper tout de suite un livre. Tu peux tout de suite, au contraire, en pousser un autre parce que tu vois que ça prend, etc. Bon, bref, tu es sur des mécanismes là beaucoup plus, euh, beaucoup plus forts, quoi. oui, mais qui ont une réelle influence, hein, parce que quand tu regardes au jour d'aujourd'hui, par exemple, les rayons de la Fnac, justement, les œuvres mises en avant sur, TikTok sont, bien mis en évidence, faciles à trouver, en tête de gondole sur les rayons. Alors que, par exemple, le dernier prix Goncourt, alors il est affiché, mais moins bien, tu vois? Il est moins visible parce qu'ils savent que, ça reste vendeur, hein, le prix Goncourt. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, beaucoup moins malheureusement qu'un livre présenté sur alors malheureusement, non, c'est pas le terme que je voulais employer, mais, beaucoup moins que, un livre présenté sur TikTok. Oui, oui. Et puis, il y a quelque chose aussi, alors je vous mets à l'écran pourquoi on parle de ça, et tout à l'heure on l'a abordé en tout début de live, bah, c'est que l'Asie, en fait, on a déjà un précédent qui nous permet de voir comment ça peut évoluer. Je le mets toujours au conditionnel parce qu'effectivement l'avenir n'est pas écrit, mais malgré tout, j'imagine peu, même si notre culture et notre manière de consommer est peut-être encore différente, je nous imagine peu y échapper. En fait, on voit bien qu'on est dans un monde qui va aller de plus en plus vite et qui veut avoir le moins de freins et de frustrations possible. Et donc, quand on te propose quelque chose qui est clé en main, tu as juste à cliquer et tu l'as acheté. On le voit, hein, tout le monde maintenant le sans contact. Puis t'en as plein qui Mmh. ont même plus de carte bleue, qui ont tout sur le téléphone pour faire aussi bien les achats que le ticket de métro, que ce que tu veux. Donc en fait, on va vers ce monde-là qui veut tout de suite. Et donc, bah, je vois pas comment on pourrait dire faire un truc, tu sais, à dire ah non, nous les Français, on fera pas pareil. J'ai plutôt l'impression qu'on fera comme tout le monde en fait et qu'on y va bien, quoi. Et Bah, donc, parce qu'on est un peuple de râleurs et qu'on aime bien être à la traîne, hein, oui, c'est et qu'on se pense rappelle-toi, hein, quand même qu'on est les seuls à avoir eu la technologie du Minitel, hein. oui, oui, bah, et la boxe. On est les inventeurs de la boxe. La boxe triple play. Donc, ouais. Euh, donc, oui, l'Asie, on en parlait tout à l'heure. Bah, là-bas, il faut savoir que quand ça s'est imposé, au point de devenir. Je sais pas si certains d'entre vous ont connu. Je vais vous le mettre, je ne veux pas mettre le son, je crois qu'il n'y a pas le son. Ont connu la vidéo sur les studios AB Productions où la caméra passait, tu sais, d'un plateau à l'autre, et on voyait toutes les productions AB, je crois qu'il y avait une dizaine de séries en même temps qui Mmh. étaient tournées, la caméra passait d'un plateau à l'autre. Eh bien, en Mmh. fait, en Asie, c'est totalement ça, c'est-à-dire que il faut s'enlever de l'idée de ces influenceurs comme nous, on pourrait l'être, par exemple, on est assis, on discute,
prends des plombes pour dire 3 conneries, où là, on est carrément sur de l'usine, où tu as des box de quelques mètres carrés, avec tout le prêt à tourner du TikToker classique, de l'influenceur, les objets que les marques leur ont envoyés ou leurs partenaires, et t'enchaînes des vidéos, des vidéos, des vidéos en live. Tu fais les enchères, t'as les chiffres en même temps. Enfin, on est sur une industrie Oui, de c'est les fameux l'influence. hangars dont je te Ouais, parlais tout à l'heure. c'est ça. Donc je Ouais. vous ai mis dans les liens tout ce qu'on dit. De toute façon, vous avez les liens pour aller vérifier, puis aller un peu plus loin si vous voulez développer les sujets. Et vous avez notamment ces fameuses vidéos, etc. Et vous avez un très bel article aussi chez Jeux Vidéo Tech, où on vous montre justement ces fameuses fermes à influenceurs qui se sont développées, hein. Donc, potentiellement, peut-être du travail pour nos jeunes de demain, les fameux jeunes qui n'en veulent. Donc, voilà. Hmm. Donc ça, c'était pour rappeler ce qu'était ça. On en parlait, alors on parlait de Hachette. euh, Hachette Livre, donc qui est juste la maison mère de Hachette Board Games. Donc on voit qu'on est quand même à un étage, si j'ose dire. C'est euh, lié. J'avais jamais fait le rapprochement entre les deux, moi. on est à un étage donc des jeux de plateau, mais il faut savoir que dans les jeux de société, donc qui sont l'ensemble de toutes les catégories jeux, il y a jeux de plateau, jeux de cartes à collectionner, etc., jeux classiques, traditionnels, ce que vous voulez, jeux en bois, euh, et jeux de rôle, enfin moi je les classe comme ça en tout cas, dans la grande famille. Il y a déjà le live shopping qui existe, qui a créé Hmm. des emplois, et vous le savez si vous nous suivez, puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois, il y a les fameux live shopping sur les reventes de jeux de cartes à collectionner, notamment Pokémon, qui sont très Hmm. en vogue. Il y a déjà des plateformes qui sont spécialisées, Ouais. comme Vogt, qu'on a fait. Il y a beaucoup d'articles qui parlent de ces reconversions, des gens qui ont arrêté leur travail ou qui ont quitté leur travail ou qui ont arrêté leurs études pour se lancer dans l'achat-revente Hmm. de boosters et de cartes à l'unité. Comment ça Mhm. fonctionne? Ils vont acheter des sets de cartes, je sais plus comment on appelle ça là, pas les box, mais là où tu as tous les starters, etc. Enfin les Ah, boosters. ouais. La terminologie vient de m'échapper. Oui, bah moi aussi. Bon, nous sommes vieux, excusez-nous les gens. Et Les donc, displays. les displays, voilà. Ils achètent des displays, ils rentrent chez eux, ils installent leur matériel, ils lancent leur live, Hmm. et puis ensuite ils déballent, donc ils font ce qu'on a appelé tout à l'heure, l'unboxing. Ils sortent les cartes, ils ont souvent des gants blancs, ils ont souvent des petites pochettes Hmm. plastiques pour protéger, il y a tout un cérémonial évidemment autour de Hmm. ça. Et puis chaque Ouais. carte est vendue à l'unité au plus offrant. Et Ouais. on a vu sur certaines vidéos, voilà, ça pouvait aller jusqu'à 300, 500, parfois plusieurs milliers d'euros dans une soirée qui commence de 23 h jusqu'à 4-5 h du matin. Donc on est sur un vrai marché où il n'y a pas qu'une personne qui fait ça, mais des entreprises Ouais. entières. Salut tonton. Donc voilà, ça existe déjà, et ça, c'est la preuve aussi qu'il y a un marché en France, en tout cas pour les Hmm. joueurs de cartes à collectionner, il y a déjà des adeptes et des utilisateurs Ouais. du live Alors, shopping. il semblerait que y ait aussi là-dessus une volonté de contrôle, hein, parce que c'est ce qu'ils appellent, alors je suis pas sûr de la terminologie, mais je crois qu'ils appellent ça des enchères à la sauvage ou à la sauvette, un truc comme ça. Et techniquement, en France, t'es pas censé en faire. Je veux dire, si t'es pas commissaire Freezer, Freezer, c'est le méchant dans Dragon Ball Z. Commissaire Freezer, c'est ça? Oui, Si t'es pas commissaire-priseur, techniquement, t'as pas le droit de lancer des enchères et de les valider. Or, dans ces vidéos, souvent, il y en a. Et par contre, ce qui me fascine avec ces vidéos, c'est que j'ai l'impression des fois de voir, tu sais, les pubs que tu as en ce moment sur les gens qui font du trading. En oui, fait, tu as les mêmes codes, les mêmes structures, l'explication de la cote, comment trouver la bonne. C'est pareil, c'est tout pareil, c'est très drôle à voir, quoi. oui, oui. Mais c'est pour ça que justement, c'est une très bonne transition parce que c'est là où j'en venais. Ce qu'on voyait sur le marché asiatique et sur le TikTok Shop,
et sur ce qui se passe avec les jeux de cartes à collectionner, et on en a déjà parlé aussi, c'est qu'on est très proche des mêmes mécanismes, des mêmes biais euh, cognitifs qui sont utilisés dans les machines à sous et dans les jeux d'argent. Et on retrouve en fait les mêmes codes, les fameux codes visuels, les fameux. En fait, on est dans tous ces systèmes qui sont basés sur l'impulsion, qui sont basés sur le FOMO. Attention, je ne veux pas Mm. rater. Donc, je vais regarder le live qui va durer 6 heures parce que peut-être à un moment, il y aura une carte qu'il ne faut pas rater. Il y aura un Mm. prix qui sera avantageux, etc. Donc, il y a déjà des plateformes qui existent, qui sont déjà réputées et qui ne vendent pas que des cartes à collectionner. Hein. Ils vendent aussi des objets de toute la Mm. culture geek au sens large, Ouais. donc des mangas, des jeux vidéo, etc. Donc il va y avoir une volonté d'élargir de plus en plus euh, les objets en vente. C'est en Mm. fait, on pourrait presque dire, c'est le eBay 2.0, quoi. Nouvelle Oui, génération. ouais, tout à fait. Donc oui, il y a Mais Tonton qui nous dit la dérive évidente, ce sera des vidéos avec des enchérisseurs ouais. factices pour faire augmenter les cotes et le nombre de vues. Bah justement, Inévitablement, avec ce genre de pratique, tu as à un moment donné des trucs comme ça, des dérives qui vont apparaître et bon, ça va être justement aux plateformes et au gouvernement de mettre en place les bonnes lois justement pour protéger le consommateur. Et c'est pour ça que je disais que là, de plus en plus, avec la popularité notamment des cartes Pokémon, les fameuses vidéos avec les ventes en direct de cartes, ça a soulevé une suspicion de la part du gouvernement, parce qu'il y a une espèce d'enchère et qu'effectivement, comme le dit Tonton, potentiellement, rien ne prouve que ces enchères se déroulent dans quelque chose de tout à fait légal et tout à fait normal, quoi. oui, oui. Vas-y, excuse-moi, Jérémy, je t'ai coupé la parole. Même si je pense que tu as moins d'intérêt à tricher parce que ça veut dire Mm. avoir des outils et des gens en plus et donc une structure. Alors que pour l'instant, même si c'est beaucoup d'auto-entrepreneurs qui font ça, on est plutôt sur l'auto-entrepreneuriat et c'est basé sur la confiance. Donc le risque que tu prends est quand même beaucoup plus élevé que Oui, effectivement quand c'est de l'industrialisation d'escrocs, quoi. je comprends. Mais quand tu vois tous les scandales qu'il y a eu avec les influenceurs, hein, ne serait-ce par exemple qu'avec comment ils s'appelaient là, ceux qui bouffaient des quantités énormes, où au bout d'un moment, on s'est rendu compte que certains faisaient des cuts dans leurs vidéos et tout ça. Bon, bah voilà, on sait que on a souvent amené cet argument de oui, mais c'est basé sur la confiance et c'est l'auto-entrepreneuriat. Ouais, mais il y a toujours des personnes qui, Bien sûr. pour X ou Y raison, hein, c'est pas toujours parce qu'ils sont malhonnêtes, mais qui vont dans ces voies-là parce que par moment il faut fournir, par moment c'est trop tentant et ils finissent par succomber, etc., etc. De toute façon, il va falloir qu'il y ait un cadre et un encadrement pour ce genre de pratique, parce que ne serait-ce que déjà dans les pratiques normales du jeu de cartes à collectionner, il y a des dérives, alors encore plus dans un milieu comme ça qui n'est pour l'instant pas sous contrôle, quoi. Oui, oui. Ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est est-ce que c'est transférable en fait au jeu de plateau, puisque c'est un peu ça la Mm. question qu'on se pose finalement, c'est est-ce que c'est l'avenir du jeu de plateau ou un des avenirs, hein. Je dis pas que tout va passer par là, mais ça va devenir. On voit qu'il y a un problème au niveau des boutiques. J'ai encore partagé la fermeture d'une boutique là, il y a quelques jours sur le site Punchboard, hein. Rappelez-vous, vous pouvez aller Mm. voir. Donc, il y a toujours un problème au niveau des boutiques en ce moment, des boutiques spécialisées, puisque le marché est en train de plutôt s'orienter vers le mass market ou les, les grandes surfaces spécialisées et culturelles. Donc, euh, ça représente de moins en moins pour les grands groupes le secteur boutique, et donc il va falloir trouver des débouchés pour les éditeurs indépendants. Et je Mm. pense que là, on arrive sur quelque chose qui peut-être devient une possibilité à un moment de se détourner des distributeurs et de passer sur un modèle différent, quoi. Euh, Oui, mais je connais moi un influenceur qui, à un moment donné, avait eu cette idée. Alors, il l'a pas mis en place, et j'espère que je vais pas influencer quelqu'un à le faire parce que je trouve que l'idée serait quand même assez particulière, mais qui voulait faire des présentations de vieux jeux de société et mettre des liens et parler même dans la vidéo de liens vers Ocaseo pour les acheter d'occasion, tu vois.
Oui, oui. Donc, ouais, tu peux avoir effectivement tout un tas d'idées qui, à un moment donné, pourraient amener à des pratiques et des dérives qui pourraient être problématiques. Mais bon, après, c'est le jeu, j'ai envie de dire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est même étonnant, tu vois, par exemple, qu'au Caseo, ils aient jamais associé leur site à une chaîne YouTube pour faire l'annonce des produits qu'il y avait sur. Tu sais, t'imagines, hein, comme un filet news ou un C'est Dispo Bah, ils l'ont. de. Ils ont leur propre chaîne. Ah ouais, Oui, ils ont leur oui. propre chaîne, Et il fait ils ont des ça formations. régulièrement. Il fait des vidéos, justement, sur, par exemple, quels sont les jeux les plus recherchés, quels sont les jeux qui ont été le plus Non, vendus. mais moi, je te parlais plutôt d'une vidéo de ah bah cette semaine, on voit beaucoup d'annonces apparaître autour parce que la campagne Kickstarter vient d'être livrée du jeu, je sais pas moi, Tartampion contre Oui, oui. Tartan Alors, Pion. c'est moins, il y a moins le côté analyse profonde de pourquoi, etc. Il y a moins le côté je veux vous vendre des trucs. Il y a plus, par contre, une envie d'expliquer les datas. Puisque Ouais, pour le coup, lui, il a plein de data. Et voilà. Mais c'est vrai que ça mériterait peut-être. j'irai voir ça parce que ça Mm, peut être très intéressant. ouais. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même un public. On l'a dit, hein, le public jeu de cartes à collectionner, il est très proche du public de passionnés jeux de plateau. Mm, Je dis très proche du public de passionnés parce que, évidemment, que le grand public, c'est une autre manière de consommer et mm. de pratiquer ses loisirs. Donc je ne les mets pas dedans, je dis pas que les deux secteurs enfin les deux branches, même secteur, sont parallèles. Mais par contre, il y a un public qui l'est clairement fait partie des deux, parce que passionné déjà, qui aime regarder le produit en action, hein, il veut voir des parties, il veut voir des règles, il est là-dedans quand même. Et d'ailleurs, on le voit, hein, il y a des chaînes qui marchent là-dessus et qui ne font que ça, en tout cas de la présentation rapide, euh, des let's play, des petites choses comme ça. Donc il y a quand même la même Ouais. chose. Il n'y a pas juste la vente derrière, mais J'ai quand même l'impression qu'il y a plus de présentations vite fait avec des avis oui. que de parties, d'explications. C'est les longs formats un peu à la Yann Grève ou Chaps, ou les explis de 1 heure et tout ça, j'ai l'impression que tu en vois un peu moins. Et en ce moment, tu vois surtout des petits avis, notamment sur des petits jeux de cartes et tout ça, qui sont assez rapides à présenter. Et du coup, est-ce que justement le consommateur de jeux de société, il n'a pas besoin de moins d'informations parce que j'ai l'impression, moi, par exemple, dans mon groupe de joueurs, je les entends souvent dire: «Ah, j'ai acheté ce jeu, j'ai pas encore vu la règle, mais il avait l'air sympa», tu vois? Ou j'ai vu une vidéo d'un gars qui en parlait, ça avait l'air sympa, tu vois? Plus que j'ai vu une partie, tu vois? Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est tous ces formats-là, mais tu vois que c'est quand même on reste quand même sur des consommateurs plus que des passionnés, au sens, je suis intéressé par le secteur ou je suis intéressé par l'histoire du jeu, l'histoire Hmm. de l'auteur, ce qu'il raconte. Je dis pas que c'est 100% des gens, et une fois de plus, hein, il y a toujours des gens qui sont un peu à la marge, qui aiment un peu tout. Mais la majorité des vidéos qui font le plus de vues dans notre petite niche des jeux de plateau, ça reste majoritairement des consommateurs, des gens qui sont là pour avoir l'impact de se dire, ok, j'ai entendu parler de ça, est-ce que je vais Hmm. l'acheter, qu'est-ce que je vais pas acheter, etc., etc. Et les formats de j'y rejoue pas ou équivalents sont basés là-dessus finalement. Mais ça nous amène à, c'est bien beau de parler de ces manières de consommer, mais il faut aussi parler de qui tient la boutique, ou plutôt devrais-je dire qui contrôle la vitrine. Et puisqu'on a parlé de Hachette, évidemment, salut Laurent, évidemment, qui se cache derrière Hachette, vous le savez, c'est Bolloré, Vincent Bolloré, hein, l'empereur, j'ai envie de dire, Palpatine, hein, qui, c'est qui ton lance des poteau. éclairs, exactement. Donc je vous ai mis quand même, parce que c'est intéressant, que vous allez voir où on va avec ça, mais je vous ai mis notamment des liens vers des articles et notamment des rapports pour vous montrer que, même si on le dit parfois avec légèreté, nous on se base et ce qu'on vous transmet, ce ne sont pas notre interprétation ou notre vision de l'idéologie que pourrait avoir ce monsieur, ou ces entreprises, mais des rapports qui sont Sauf faits s'il nous par... fait un gros chèque.
Effectivement, là on pourrait dire du bien. Mais sinon, voilà, donc on se base que sur des rapports et des faits, et des enquêtes journalistiques. Voilà, donc qu'on soit bien clair là-dessus, ce ne sont pas nos avis, nos opinions. Et je vous ai sorti évidemment un des rapports les plus connus qui a été fait par l'ONG Attac. Oui, c'est une ONG, hein, si je dis pas de bêtises, qui explique tout justement le système, puisqu'il y a un système derrière euh, de ce monsieur qu'on a déjà nous expliqué depuis des années d'ailleurs, puisque ça fait des années que des entreprises, des journaux et des médias se penchent sur le sujet, parce que il n'y a pas que ça. C'est aussi quelqu'un qui a racheté des médias, qui en a pris possession, qui en a changé la ligne éditoriale et la manière de fonctionner. Et on le verra, j'ai partagé notamment un article, peut-être que vous vous rappelez de cette période-là, c'était il y a quelques années en arrière, en Jérémy, 2023. Oui, je te laisse 30 secondes, je vais me faire un café. vas-y, vas-y. Tu peux m'en faire un, s'il te plaît? Ouais, je vais avoir du mal à te le faire passer. Ah, merde. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, mais quand Bolloré a utilisé tous ses médias pour justement contrecarrer une critique qui avait été donnée par la ministre à l'époque, Rima Abdul-Malak. Et donc voilà, on a tous les médias, que ce soit les médias presse écrite, les médias radio ou les médias télévisés, avec des enquêtes. Là, pour le coup, pareil, hein, ils ont comptabilisé les temps d'antenne, les sujets, la manière dont les titres, on parlait de titres putaclic hors antenne avant que ce live démarre. Enfin non, hors vidéo, je veux dire. Dans le live, mais hors vidéo, justement. Et à quel point, voilà, il utilise aussi toute cette force médiatique, cette force de frappe, à des fins personnelles, dès qu'on prononce son nom ou qu'on l'attaque. Pour l'instant, Punchboard est épargné, mais si un jour on voyait une vidéo Punchboard passer sur C8, n'hésitez pas, enfin sur CNews, n'hésitez pas à nous la transmettre. Euh, donc voilà, ce qui se cache derrière, c'est donc Bolloré qui a une idéologie politique, qui a un vrai objectif, pour le coup, là où d'autres pourraient avoir d'autres idées, d'autres envies. Lui, le sien, on le sait, il est balisé. Il est... salut. Oui, un peu de sensibilisation politique. Oui, oui, oui. Il est très balisé. Et donc, on a aussi des gens, puisqu'il maîtrise, parmi tous les médias, il maîtrise surtout beaucoup de maisons d'édition de livres. On l'a vu avec Hachette Livre, qui est notamment un gros marché hein, sur le secteur du livre. Et hop, je vais essayer de le rapetisser un tout petit peu, mais je vais vous lire l'article. Là, il y a 2 semaines, on a fait une vidéo au sujet, vous avez vu, il y a eu la polémique, au sujet, la controverse, pardon, de l'annonce du jeu Harry Potter pour Codenames. Suite à la vidéo, quelques jours après, il y a une tribune qui était sortie, et nous, c'est vrai que notre vidéo était déjà sortie, donc on n'a pas pu traiter la tribune. Euh, Ce qu'on avait vu, c'est que cette tribune venait de personnalités du monde ludique, mais qu'elle n'était pas venue des entreprises du monde ludique, des professionnels. Pour Bolloré, qui sont eux, ce sont les libraires qui sont au contact direct forcément des éditeurs appartenant à Bolloré. Il y a 100 librairies qui s'étaient donc du coup ont lancé une tribune pour le coup, justement face. Ils ont appelé ça, donc ça faisait suite à la campagne politique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a eu la fin de la... pendant les JO, quand quand l'Assemblée nationale est partie en cacahuète, ils avaient lancé Désarmer l'Empire Bolloré, et c'est devenu donc cette fameuse tribune où il y a plus de 100 libraires indépendants qui ont justement expliqué la manière dont fonctionne Bolloré, la puissance du groupe, parce que c'est ça aussi. Ce qui est important, c'est pas tant ses idées politiques, c'est le fait, comme on l'a vu sur l'info précédente, c'est que c'est une force, une puissance jusqu'à présent que peu arrivent à contrer, voire personne, j'ai l'impression, malheureusement. Donc voilà, donc c'est possible aussi quand on est des professionnels d'un secteur, quand on est partenaire, puisque les libraires sont donc des partenaires des distributeurs et des éditeurs de livres, et pourtant ils ont les capacités de s'unir
et de réagir face à quelque chose qu'ils trouvent euh, bah, compliqué pour eux à gérer, puisque forcément, depuis les rachats par Bolloré, il y a énormément de livres ou d'auteurs qu'on pourrait appeler qui sont dans une mouvance extrémiste ou d'extrême droite, avec des propos et des livres qui sont souvent d'ailleurs qui finissent parfois au tribunal avec des condamnations parce qu'il y a des propos qui tombent sous le coup de la loi, etc. Euh, donc, bah, ils n'ont pas envie non plus, forcément, soit par choix personnel, soit par choix politique, bah, de vendre en fait ou de mettre en avant ces choses-là. Sauf qu'ils sont face à quelqu'un qui leur dit tu fais ce que j'ai envie, sinon je te pète en deux. Donc, ils se sont unis. C'est pour ça que je faisais le petit Il n'y lien. avait pas eu l'humoriste, comment il s'appelle Yves, le monsieur qui est d'origine béninoise. Ah, Qui oui, Edgar Rive. Edgar Yves qui avait eu des problèmes justement avec Oui, bah, Bolloré, tous ceux qui ont Hanouna et tout prononcé ça. le nom Bolloré à la télé un jour ont eu des problèmes, Mm. quoi qu'il arrive. Et donc voilà. Donc, il y a cette tribune, il y a une résistance qui Mais s'opère. c'est fascinant parce que je sais pas si tu te rappelles, mais quand justement Hachette Board Game arrive, qu'il commence à faire quelques rachats et tout ça, tu avais un discours qui venait de la part de certains influenceurs qui pointaient du doigt en permanence Asmodée en disant, parce que ça a toujours été le discours, hein, que Asmodée c'était l'ogre et tout ça, et alors que du côté de Hachette, bah, en fait, on était sur quelque chose de plus tranquille pour les petits éditeurs, alors que bon, très rapidement, tu fais: «Attendez, mais ça appartient à qui déjà? Rappelez-moi-le». Oui, Vous êtes vous êtes sûr que vous voulez toujours pointer du doigt, Asmodée? Je sais pas, mais c'était très rigolo cette époque-là, je trouvais, il y avait un discours qui était dur à avaler, que certains essayaient de nous vendre, c'était plutôt marrant. oui, oui. Et d'ailleurs, suite à ça, nous, on avait fait une vidéo pour expliquer pourquoi la concentration dans le secteur ludique était Mmh. problématique. Et une des problématiques, c'était le côté qu'on trouvait différent d'Asmodée. Finalement, tu vois, on s'est Ouais, pas trompé non plus sur la vision qu'on avait d'Asmodée et sur la vision qu'on avait côté ouais. euh, Bolloré. On Ouais, mais dit nous, on a Bolloré, bah, toujours aimé Oui, on a toujours aimé jouer le rôle du poil à gratter, dans le cou des gens, donc de toute façon, oui, oui. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, vous avez les liens vers les ONG, les enquêtes, etc. mmh, Euh, Moi, ce qui m'a intéressé, au-delà de cette tribune, hein, que je voulais vous partager, comme je vous l'ai dit, qui faisait écho au fait que dans le monde du jeu de société, très peu de professionnels, voire aucun, je parle de gens qui sont partenaires, ce sont vraiment partenaires de Yellow, par exemple, dans le cas qui nous intéressait il y a 2 semaines, se sont manifestés ouvertement là-dessus. Ça a été que des non. voix, des personnalités, ce qui est déjà très bien, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, hein. Je suis juste en train de montrer une différence entre deux secteurs et pour lequel je pense que les libraires ont autant à perdre euh, que des boutiques de jeux de société, par exemple. Mais Mmh. c'était pas cette news qui m'intéressait, c'est celle de Arrêt sur Image, qui a fait pareil une enquête hein, qu'ils font régulièrement. D'ailleurs, leur série d'été au terme de vidéos, ils ont une émission par semaine et l'été, c'est des émissions qui préenregistrent et qui sont toujours Mmh. sur un sujet spécifique. Si vous avez accès à Arrêt sur Image ou moi je peux par moment offrir une vidéo ou un accès à quelqu'un, n'hésitez pas parce que tout l'été, ce sont des vidéos sur le traitement médiatique, par exemple LGBT dans les séries, ou le traitement médiatique sur la santé mentale des ados dans les séries, etc. Et c'est très intéressant, en fait, leurs analyses. Tu es en Euh, train de dire que tu as des vidéos intéressantes et que tu ne m'as même pas proposé de les regarder, quoi? ouais, je peux pas, il n'y a pas de K-pop dedans, donc je me suis dit que ça allait pas t'intéresser. Quelle enflure! Je te merde, monsieur Jérémy. Je te merde. Bref, bref. Euh, Donc, ils ont fait une enquête très intéressante où ils ont été interrogés, etc. Donc, il faut savoir que les magasins relais que vous voyez dans toutes les gares Les aéroports. de France et de Navarre appartiennent au groupe Bolloré et sont au niveau de euh, Hachette Livre, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, ils sont juste, eux Mmh. aussi, juste au-dessus de nos board games préférés. Et donc,
Ce qui ressort de cette enquête, c'est que se sont transformées des vitrines de l'extrême droite, c'est-à-dire que toutes les magazines et une de magazines que vous pouvez voir dans vos kiosques, il faut savoir, est-ce que moi je ne savais pas, même si je pouvais l'imaginer, c'est que on paye, c'est un peu comme dans les supermarchés, vous avez les fameuses têtes de gondole, c'est-à-dire ce sont les produits qui sont en bout de rayon, qui sont sur les allées principales. Et vous avez pareil donc dans les relais, quand vous rentrez en fait, les magazines qu'on vous présente en premier, souvent c'est ceux qui ont payé plus cher ou qui ont des accords privilégiés. Puisqu'il faut savoir que même si tu payes plus cher, c'est de groupe à groupe. Donc, en fait, c'est tout le monde se serre la main. Oui, mais pas que. Moi, je me souviens qu'avant la dernière campagne présidentielle, justement, au relais de l'aéroport de Nice, je passais devant parce que je devais prendre l'avion pour aller sur Paris. Et justement, tu avais en vitrine la plupart des œuvres qu'avait écrit Monsieur Zemmour. Et ça faisait très étrange parce que je pense que c'est la seule vitrine dans Nice qui avait osé faire ça, tu vois. Les Eh oui, autres avaient plutôt tendance à essayer de cacher les ouvrages quelque part, tu vois. Et c'est en ça. fait, c'est normal, c'est Bolloré, hein. C'est ça. Et donc là, c'est ce qu'ils expliquent, hein, c'est que donc ils ont contacté énormément de points relais où ils ont fait des interviews pour faire cette enquête. Et donc, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y a une représentation ou une surreprésentation des Mm. magazines de droite et d'extrême droite. Mm. Valeurs actuelles, etc. Donc, ce qui donne aussi un peu le ton. Oui, t'as du mal à trouver le canard enchaîné, hein, dans un point relais. C'est ça. En tout cas, il y est, mais peut-être plus caché. Mm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ils expliquent notamment les pressions que peuvent subir les gérants de magasins relais s'ils se plient pas, parce qu'on pourrait dire, en fait, oui, mais chacun est maître en sa demeure et devrait Non, c'est les pouvoir franchisés, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. exactement. Et quand ils Mm. essayent de faire un peu ce qu'ils veulent, en fait, il y a des pressions qui s'exercent sur eux, etc. Mm. C'est un peu que d'autres articles pour des médias télévisés, pas télévisés ou la radio, Mm. on sait que Bolloré, dans sa manière de gérer le personnel, Mm. a une manière assez brutale et violente. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont une fois de plus des enquêtes et des interviews qui le précisent. Ouais. Mais il faut voir que c'est un peu comme McDo, hein. Tu sais, quand McDo, il y a le fameux hamburger spécial. Bon, les franchisés ont pas le choix. Ils doivent l'afficher, ils doivent faire la promotion autour, ils doivent faire la publicité et tout. Bon, là, dans les points relais, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que ils vont avoir des conseils de mise en vitrine qui sont pas vraiment des conseils, hein. C'est plutôt voici ce que vous devez faire. Et moi, puis pu discuter à un moment donné avec quelqu'un qui travaillait justement au point relais de l'aéroport de Nice, qui me disait que des fois même, il y a des gens qui viennent voir comment les trucs sont mis en rayon. Donc oui, il y a un certain contrôle qui est exercé par la maison mère qui est assez important et tu peux assez rapidement te faire taper sur les doigts si tu fais tout et n'importe quoi. C'est ça. Donc là, on voit, Mm. hein, il y a évidemment, il y a aussi, il parle de société civile qui se mobilise. On l'a vu, je partageais la tribune des libraires. Il y a aussi des influenceurs, hein, aussi qui se mobilisent. Tout simplement, il y a des gens qui peuvent avoir aussi d'autres idées politiques et qui Mm. trouvent que la pluralité, et nous, c'est par exemple, c'est dans nos statuts de l'association, nous, on trouve que la pluralité des médias est plus importante que le reste. Donc, effectivement, le fait que tout à coup, Mm. il y ait des grands groupes qui puissent Ouais. mettre à mal quelque chose qui est dans notre constitution, enfin, dans notre ADN, je devrais dire, c'est plutôt ça le bon Ouais. terme, dans l'ADN de notre pays, ça fait mal au cœur. Et alors, il faut quand même aussi préciser autre chose, mais je pense que tu l'as fait, hein, je vais juste peut-être le rappeler. Bolloré possède des médias, mais dans les médias qui sont mis en avant et que l'on classe d'extrême droite, il n'y a pas que les siens. Il va aussi mettre plus en avant d'autres médias qui lui appartiennent pas, mais qui partagent à peu près les mêmes avis, quoi. Et c'est là où, pour moi, il y a peut-être un truc qui est assez étrange dans sa façon de faire, parce que s'il met en avant ses livres, ses magazines et tout ça, c'est pas le cas de ses jeux de société. Tu vois, il y a des petits jeux qui ont été sortis par Hachette Board Game, c'est plutôt par Studio H,
qui auraient pu trouver leur place, c'est des petits jeux de cartes et tout ça, qui auraient pu trouver leur place dans des points relais, dans des gares ou des aéroports, surtout plus à mon avis dans des gares. Mais il y a très peu de jeux de société. Il y a des peluches, de la figurine, ou alors c'est des jeux de société, tu sais, dits classiques, genre Puissance 4, le Monopoly, tout ça, mais en version format de poche. Et je trouve ça dommage parce qu'ils auraient pu profiter de cette tribune-là pour développer tout leur secteur. Et c'est là où tu as un peu l'impression que justement leur secteur jeux de société, ils l'ont acheté, mais est-ce que ça les intéresse vraiment? Je sais pas, tu vois. Bah, ça fait remonter de l'argent, donc ça l'intéresse Mm. puisque ça y est encore dedans. Est-ce qu'il l'a encore mobilisé pour son projet politique? Ça, c'est pas encore le cas, j'ai l'impression. Je parle bien Et du par tant projet mieux. politique, parce que pour le projet financier, bah oui, c'est déjà dedans, et pour tous les gens qui Ouais, mais sont même du... dans le projet financier, tu vois, mettre justement, parce que là, tu es en train de montrer les différents studios qu'ils possèdent, les distributeurs avec lesquels ils travaillent. Bah, notamment, par exemple, Randolph, ils ont plein de petits jeux qui pourraient trouver leur place, des petits jeux de cartes, c'est des petits jeux à la con et tout ça, qui se vendent pas trop dans les boutiques spé. Bon, bah, dans un point relais, ils pourraient trouver leur place et peut-être leur public aussi. Or, c'est pas un Oui, oui. travail qui est fait de la part de Bolloré. C'est Mais bizarre. parce qu'en fait, pour l'instant, la rentabilité et le revenu, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Oui. pas, il n'arrive pas et le lendemain, ça a changé. C'est quelque chose qui prend du temps et je pense, comme on l'a vu, c'est en cascade. Là, il a Hachette Mm. Livre alors qu'avant, il était au Hachette Publishing, hein, qui est au-dessus, hein, si j'ai pas de bêtises, dans la hiérarchie de- de- des entreprises que possède le groupe, puisqu'à chaque fois, hein, c'est un groupe qui possède, il a 40% des parts dans le groupe, puis ensuite en dessous et en dessous et en dessous. Euh, Mm. mais ce qu'on peut constater, et ça, c'est pas que moi qui le dis, qui l'ai constaté, c'est aussi tous les professionnels du secteur à qui on peut Mm. discuter, il y a un changement de mentalité, on va dire, entre ce qu'on pouvait constater à l'époque de Gigamic et de BlackRock, par exemple, il y a avant le rachat, ou Mm. la vente, peu importe, hein, on se place du côté qu'on veut, euh, où il y avait un esprit un peu plus familial, j'ai envie de dire, familial friendly, Mhm. euh, moins tourné vers le pognon. Je vais schématiser comme ça. Mm. Je schématise, je le fais grossièrement, mais vous Oui. comprenez ce que je veux dire. Oui. Aujourd'hui, attention, je dis pas qu'ils ont perdu leur âme ou quoi, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais on sent qu'il y a quand même plus d'éditeurs à l'époque où il fallait montrer pas de blanche, ils prenaient pas n'importe quel éditeur, ils chérissaient un peu les jeux qu'ils allaient Mm. proposer. Aujourd'hui, BlackRock, par exemple, c'est 61 éditeurs. Et on sent qu'ils sont dans une stratégie maintenant qui est de grossir, là où à une époque, c'était plutôt de faire, Ouais. d'apporter quelque chose de plus au monde du jeu. J'ai l'impression que tous les grands groupes ne sont plus dans cette idée-là, même si dans les éditeurs qui travaillent avec eux ou les partenaires, Ouais. il y a encore de la passion, hein, attention, une fois de plus, hein, je suis Elle pas est en train de dire différente. exactement. Euh, Et tu vois, notamment, c'est assez intéressant que tu soulèves ça, parce que tout à l'heure, on parlait du fameux discours qui nous était servi. Justement, un des discours, c'était de dire que, justement, Hachette voulait préserver l'état d'esprit des studios. Alors, tout le monde leur disait: «Oui, mais c'est aussi ce que Asmodée dit», et les gens répondaient: «Oui, mais c'est différent». Ouais, mais en fait, on se rend compte que, bah, non, c'est pareil. Voire des fois ça peut être pire. Et dans le monde d'aujourd'hui, où il y a autant de sorties qui arrivent chaque mois, il faut savoir qu'il y a beaucoup de boutiques qui ne parlent plus avec les éditeurs, mais directement avec les distributeurs, donc les BlackRock, les Asmodée, les Gigamic de ce monde. Et c'est eux qui vont leur présenter les futures sorties. Et il y a beaucoup de boutiques qui disent que bah, elles ne voient pas tout. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de jeux. En fait, ça leur a pas été présenté, les distributeurs n'ont pas eu le temps. Et donc, de se retrouver, par exemple, avec BlackRock qui a 61 éditeurs, bah, il faut se dire que potentiellement, un jeu d'un éditeur aura pas forcément la même visibilité qu'un autre, parce que bah, c'est plus eux qui font la job, c'est les distributeurs, et qu'à un moment donné, les distributeurs, eux, ils vont se dire, ah bah ce jeu, on pense qu'il va mieux marcher que celui-là, donc ils vont faire des choix. Et finalement, oui, oui. on a une évolution du marché qu'on prétendait qu'on n'aurait pas. Et oui, si elle est là, et puis Oui. voilà, tu vois. Sachant que BlackRock fait quand même partie des distributeurs qui ont beaucoup de commerciaux, en tout cas qui font Oui, un vrai je travail l'ai de cité, terrain.
Je l'ai cité parce que tu en avais parlé. Je voulais Eh pas oui, dire que c'était un mauvais distributeur. Attention, ne oui, me oui, oui, prêtez pas des paroles qui sont pas les miennes. oui, oui, oui. Et Mm. même si il y a des choses à dire, évidemment, comme tous les acteurs du monde du Oui. jeu. Mais ce qui était intéressant, voilà, j'ai commencé à travailler sur ce petit fichier et j'ai pas eu le temps encore de le peaufiner. Donc voilà, c'est un work in progress, comme on dit. Mais Mm. ça fera partie des choses que je veux mettre en place sur le site pour qu'on puisse avoir un suivi de ce que ça représente, parce que quand on se demande à qui appartient le monde du jeu, souvent on ne sait pas exactement le nombre d'éditeurs, par exemple, quelles sont les relations des uns et des autres. On Mm. a une vague idée, mais finalement on ne sait pas trop. Donc je trouve intéressant de se dire, ok, à qui, à qui est juste en partenariat, Mm. partenariat de distribution, par exemple, les 61 éditeurs qui travaillent avec BlackRock, ils appartiennent pas à BlackRock, c'est un partenaire. Malgré tout, Mm. comme tu l'as précisé, BlackRock peut leur mettre de la pression. C'est-à-dire si BlackRock dit, ben moi, je t'achète pas ton jeu en ferme à hauteur de ce que tu voudrais, bah, c'est une manière détournée de mettre l'éditeur dans une situation compliquée, si c'est un éditeur qui est dans une situation compliquée, etc. Mm. Donc il y a des moyens de pression quand même, mais ce qui est normal, hein, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, Oui. c'est le marché. Après, ça a fait du bien à certains éditeurs, hein. Souviens-toi, Ketchup's Game, le fait d'être racheté, ça leur a permis justement de se concentrer sur des petits jeux, et en ce moment, ça semble être un pari gagnant parce que ils placent quand même leurs jeux dans pas mal de top, dans pas mal de, ils Oui, reçoivent oui. pas mal de prix, et Et ils s'en sortent est-ce plutôt que bien. c'est des jeux à eux, ou est-ce que c'est le partenaire qui a dit, hey, on a Flip 7, bah, ce sera pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en tout cas, quand tu écoutes les propriétaires de Ketchup, eux, en tout cas, ils sont bien contents. Ouais, bah, C'était ça que je voulais dire, tu vois. et, Euh, bah, je sais pas s'ils sont contents ou pas. Que tu te dis quand même Bah, avoir ils ont du l'air. succès après avoir été racheté. Oh, ils avaient commencé. Alors, il y a déjà Faraway avant qu'ils se fassent racheter, Et, ou ça arrive après? ils travaillent dessus, mais ils se font racheter à ce moment-là. Ok. Ou ils vendent à ce moment-là. Bon, On met les deux après, termes. peut-être que c'est eux qui avaient déjà Flip 7, hein. Moi, je trouverais ça pas étonnant, dans le sens que quand tu vois les petits jeux cartes qui sortaient, il y avait des trucs qui étaient assez particuliers, quoi. Ouais, ouais, mais ça serait une question, tiens, une question Alors, qu'on n'a pas la réponse, mais qu'il faudrait poser tout à à, fait. à Hachette Board Game, c'est de savoir qui a, enfin par rapport aux partenaires qu'ils peuvent avoir quand un jeu arrive, est-ce que c'est l'éditeur qui amène le jeu et qui dit j'aimerais le faire, ou est-ce que c'est par moment le Hachette Board Game, la maison mère par exemple, qui dit bah nous on Ouais. a un partenariat avec The OP aux États-Unis, ils ont Flip 7, bah, on pense qu'on va le filer à un tel studio parce qu'il nous semble le plus adapté à ça, quoi. C'est une localisation, ou Ouais, je crois que c'est une localisation, Flip 7? Ok. ouais, ou c'est un coédition, un truc comme ça, mais Je croyais que je crois que c'était une c'est- coédition, mais je me trompe peut-être, hein. ouais, Par contre, tu auras peut-être l'information, mais à une époque, au tout début, là, quand il y avait essentiellement Studio H et Hachette Board Game, tu avais toute l'équipe de Brajlon là qui travaillait, et qui faisait des jeux. Ça a disparu, ça, cette hmm. entité? Ouais, OK. Mais Studio H, ça me fait toujours penser, c'est pas du spray pour les cheveux. On dirait plutôt du spray pour les cheveux qu'un. Moi, je t'avoue que quand j'entends Studio H, je ne pense ni à du spray, ni à des jeux de société. Je pense à des produits pas très légaux, donc on ne rentrera pas dans cette discussion. Bref, bref. Du coup, Mais ouais, je trouve que c'est peut-être l'un des pires noms de studio alors qui a. c'est par rapport au nom du créateur, hein, c'est Ouais. merde, j'ai oublié son nom. Mais tu sais, il y a des noms, par exemple là, Sorry We Are French, c'est drôle, tu vois. Il y a un truc, il y a d'autres noms, bon, Gigamic et tout ça, ça m'évoque rien du tout. La boîte de jeu, bon, en fait, ils sont pas allés chercher leur nom très loin et tout, mais Studio H, je trouve que ça en impose pas, je sais pas, je trouve que c'est pas le meilleur nom que, tu sais, j'ai même l'impression des fois que Randolph, ça aurait été mieux, tu vois. Oui, oui. Bon, Donc, pourquoi on parlait de tout ça, de à qui appartient tout ça? C'est que la question qui vient ensuite, c'est si les relais, par exemple, les points relais enfin les boutiques relais dans les gares, tout ça, sont devenus des têtes de gondole
de la droite et de l'extrême droite, est-ce que l'arrivée sur le TikTok Shop pourrait pas en faire, en fait, une tête de gondole, une nouvelle tête de gondole, justement, euh, virtuelle, dans le sens où bah, tu as quand même l'algorithme. Donc on sait que l'algorithme est ultra puissant sur TikTok, Mm. euh, avec une puissance de feu au niveau bah, de la prescription. Donc Mhm. c'est un peu le but. Donc ça veut dire bah, plus d'impact pour orienter l'attention sur notamment des sujets, tu vois, un peu de droite, un peu d'extrême droite. Donc monopoliser des personnes à tout à coup ne voir plus qu'une seule manière de voir le monde, qui est celle qu'on leur impose, puisqu'elle s'impose d'elle-même par rapport à l'algorithme qui va te proposer toujours la même chose, la fameuse bulle. Et donc tu peux te Oui. retrouver à finalement n'avoir qu'une vision, celle de Bolloré, devant les yeux. Donc ça, c'est un des possibles impacts que pourrait avoir Ouais. le TikTok Shop. Alors là, il faudrait se renseigner sur l'algorithme de recommandation. Est-ce que c'est un algorithme de recommandation qui va se faire par partenariat? Tu vois, par exemple, si effectivement, dès que tu achètes un produit Bolloré, un petit peu à la même façon que tu réponds à une étude publicitaire et d'un seul coup, tu te fais harceler de 15 000 études publicitaires, tu vois? Ou est-ce que, par exemple, si tu achètes ou tu regardes que des vidéos de jeux de société, ben, ça va te proposer que des vidéos de jeux de société. Ça dépend de l'algorithme, du fonctionnement de l'algorithme de TikTok. Mais il faut savoir que c'est un algorithme qui déjà a plusieurs problématiques. C'est d'ailleurs ce qui a valu que la commission française s'y intéresse parce que on sait déjà que quand tu te promènes sur les shorts de TikTok, si à un moment donné tu accroches un live, eh ben, il te bascule d'onglet sans que tu l'aies demandé et du coup tu te retrouves à ne visionner que des lives TikTok, quoi. C'est ça. Donc moi je ne ferai pas confiance. Vas-y, excuse-moi. Oui, oui, et donc c'est un des dangers, en tout cas, qu'on peut imaginer, c'est ça. C'est que Mm. l'algorithme, en tout cas, et la manière dont fonctionne actuellement l'application, une fois de plus, on parle de nous, hein, en Europe, montre que bah, le fait que tu te retrouves dans une trend et que tu vas de plus en plus voir cette trend, etc. Pareil si tu es sur les lives, etc. Donc on est quand même sur une manière, sachant que on en revient, mais t'imagines, tu maîtrises donc t'es éditeur, t'as ton canal, tu maîtrises le contenu que tu publies, qui va Mm. enfermer les gens, mais dans lequel tu peux vendre immédiatement. Tu as un circuit fermé où les Mm. gens vont se connecter pour peu qu'ils y trouvent un intérêt. Et finalement, une fois de plus, ils vont pas être, comment dire, mis face à du contenu qui va être différent, qui va les questionner, les faire réfléchir, les faire bouger. Je dis pas que tout le monde va tomber et devenir Bolloré, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que tu as des personnes qui n'ont Mais peut-être pas tu m'as envoyé l'habitude. une vision d'horreur, là. T'imagines, Bolloré, ça devient la nouvelle maladie zombie et tout le monde se transforme en Bolloré, quoi. Non, mais il y aura d'autres qui vont faire pareil, hein, attention. Hein. Lui, c'est le premier à se lancer, mais lui, on voit qu'il a un impact quand même. Oui. Donc, c'est aussi un danger. Après, c'est aussi un endroit assez ouvert, TikTok. Un peu comme YouTube, un peu comme ailleurs. C'est-à-dire que si tu respectes la loi, que tu Mm. fais preuve de transparence, etc., bon, ça veut dire aussi qu'il y a des bonnes choses qui peuvent se faire tout en Ouais, restant là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il faut je comprends ton continuer point. le boulot d'esprit critique, en tout cas de faire développer ou de donner les compétences aux gens, d'avoir un esprit critique et de se positionner face à ce qu'ils voient ou à la manière dont fonctionne ce qu'ils voient et ce qui apparaît. Euh, une fois de plus, j'en reviens, hein, le danger, c'est... Excuse-moi, j'étais en train de tuer un moustique. Ah, très bien. Le danger, c'est pas forcément tant Bolloré en tant que tel, c'est Mais juste 30 secondes, c'est Attends, je intéressant finis ce que juste tu dis. ça. C'est le risque de perdre le pluralisme. C'est ça qui est Ouais. le plus gros risque que Bolloré, qui est déjà un risque pour celles et ceux qui pensent que c'est un risque. Mais juste aussi pour rebondir sur ce que tu venais de dire, ça peut aussi devenir problématique pour certaines personnalités du monde ludique qui se positionnent dans des combats. T'imagines par exemple, si on prend allez, quelqu'un qui est connu pour ses engagements tels que Théo Rivière, qui a un jeu qui sort chez Gigamic ou je sais pas trop quoi,
qui se retrouvent associés justement dans ces lives TikTok avec valeurs actuelles et tout ça, je suis pas sûr qu'ils le vivent très bien, tu vois? Et est-ce que ça risque pas aussi un peu quelque part de faire des mauvaises associations, parce que les gens sont très faciles là-dessus, tu sais, en disant: «Ah ouais, mais regarde, toi tu as bien vendu ton jeu, à Gigamic et ça a fait, Gigamic, Bolloré, Bolloré valeur actuelle». Bon, En fait, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut y penser. C'est-à-dire comment fonctionnent les médias qui sont au-dessus et comment fonctionne à chaque mmh, fois l'Empire Bolloré. C'est toujours la même mécanique, pour le coup, la mécanique ludique, mais c'est la même mécanique. Il rachète ou s'approprie un groupe ou des entreprises. Il place à la tête des personnalités proches de lui. Quand on dit proches, pas forcément des amis, même si des fois ça l'est, mais des proches dans ses idées, dans sa manière de mmh, gérer l'entreprise, et des gens qui vont appliquer une méthodologie. Petit à petit, les équipes dirigeantes sont changées, transformées si tu n'es pas dans la même, marches pas dans le même mmh, sens. Et in fine, tu as un secteur, une branche qui s'est transformée. Donc je pense que ça ouais, viendra plus d'en haut. Moi, j'ai toujours pensé que ça allait arriver comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, bah, en fait, quelqu'un comme qui peut être engagé ou qui a un jeu engagé, hein, c'est pas forcément la mmh, personnalité, mais qui peut avoir un jeu engagé qui ne correspond pas à la ligne éditoriale qu'à un moment voudra avoir le groupe Hachette, ben en fait ne le fera pas, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va y avoir à un moment une sélection non mais soit par la thématique, soit par la personnalité, et OK. inversement, Ouais, des mais là, je produits. comprends très bien ton point, je suis d'accord avec toi. Mais, moi, je me dis aussi, alors peut-être à tort, hein, tu vois? Par exemple, si moi, je soutiens certains combats et que pour moi, j'ai certaines valeurs, et ben, justement, il y a des éditeurs que je vais littéralement éviter, surtout si je jouis d'une certaine popularité, hein, parce que bon, Théo Rivière, ça reste quand même un nom qui, à mon sens, intéresse pas mal d'éditeurs. Bon, si j'ai cette popularité-là, bah, je vais choisir avec qui je vais travailler et potentiellement, des éditeurs comme Gigamic, ou des distributeurs, excuse-moi, comme Gigamic, juste parce qu'il appartient à Bolloré, pourraient avoir tendance à les éviter. Et je dis pas que c'est une bonne chose, hein, c'est juste, je me fais là une réflexion, c'est un petit peu d'ailleurs ce que la réflexion qu'on avait amenée avec, notre vidéo sur, l'affaire, Rollins, où, c'est aussi un peu le point que développe le pion-fesseur justement sur sa vidéo sur la fameuse tribune, de ses collègues. C'est justement des fois les combats, on devrait les réfléchir en termes de création et d'édition, plus qu'en termes de thématiques et tout ça, quoi. Mais bon, excuse-moi, vas-y, je te rends la parole. Oui, oui. Euh, Tout ce que ça va changer aussi, bah, du coup, c'est la chaîne de valeur, Mmh, euh, puisque, une fois de plus, ça va rajouter un nouvel intermédiaire, qui va être la plateforme. Euh, mmh, alors, il restera toujours les boutiques et les festivals, mais on sait actuellement, dans le marché d'aujourd'hui, hein, mmh, qu'elle représente pour certains acteurs du secteur comme Gigamic BlackRock, mais comme Asmodée ou quoi, euh, moins de 50%, voire 20% de ce qui se dit quand on en parle comme mmh, ça. Donc ça veut mmh, dire que le côté boutique festival va plus devenir une sorte de point relais, pas point mmh, relais comme les magasins, mais comme, comment on appelle ça là, les relais colis. Euh, C'est-à-dire, tu vas en festival pour jouer, pour essayer le jeu, un peu comme mmh, quand tu es sur la plateforme en ligne, finalement, hein, où on te montre ouais, l'objet, et puis ensuite, tu seras plus là, finalement, pour faire quelques achats, mais en réalité, peut-être que tu viendras juste chercher ce que tu as acheté sur ta plateforme en ligne, par exemple, et tu pourras venir le retirer en boutique ou en festival. C'est une des possibilités, tu vois, que peuvent avoir mmh. les éditeurs ou les partenaires. Euh, Mais vas-y, vas-y. Bah, non, les influenceurs médias bah, vont Mmh, encore plus augmenter sur leur capacité à capter l'attention et à devenir des prescripteurs, ce qu'ils ont un peu mmh perdu, hein, on en a déjà parlé. Ils ont perdu leur capacité à être prescripteurs de leurs propres valeurs. Ils sont des prescripteurs dans l'âme, mais de finalement ce que le secteur les nourrit, c'est-à-dire en fait, ils n'ont qu'une vision tronquée. On l'a déjà vu, il suffit de faire un peu de data. On l'a fait sur cette chaîne, mais si vous voulez le refaire vous de votre côté, c'est tout à fait possible. Quand vous voyez le nombre de vidéos produites, le nombre de jeux pour lesquels on met de la visibilité et le nombre de jeux qui mmh, sortent réellement,
on voit très bien qu'il y a une énorme partie du secteur qui, déjà, n'est pas visible. Et si en plus on sort du secteur boutique, du circuit boutique, il y a un pan complet de l'industrie qui n'existe pas. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est un pan au niveau des finances très représentatif, mais il existe. Il s'y passe des choses. Et donc, il aurait mérité en fait avoir une existence. Et on voit que déjà le côté prescription a disparu parce que je ne sais pas si vous êtes capable de vous remémorer un jeu qui n'était pas passé par le circuit boutique, ni par le circuit, on va dire, KS à l'époque où il était plus puissant, et pour lequel un influenceur vous a dit « ce jeu-là, c'est une pépite et je l'ai trouvé ». Bah non, en fait, tant qu'il n'est pas arrivé dans le circuit boutique, il n'existe pas, quand bien même c'est un très bon jeu. Donc je pense que ça va encore plus... vas-y. Non, non, c'était pour dire que voilà comment moi je... le passe-temps qui te répond Blood of the Clock Tower. Oui, le jeu qu'a mis en avant Ben, des recettes ludiques, c'est ça Sûrement, je crois. C'est possible, mais c'est un exemple récent, et encore, je ne sais pas si la prescription, à quel point elle a eu un impact sur les ventes, et si le jeu a débarqué dans le secteur boutique grâce à ça. Mais voilà, c'est quelque chose à la marge, en tout cas. J'ai 2 questions à te poser. La première, c'est est-ce que, à la longue, l'impact sur les festivals, il risque pas d'être négatif? Parce que j'ai l'impression, alors c'est peut-être qu'une impression, hein, j'ai pas été voir d'études ou tout ça, mais par exemple, j'ai l'impression que dans notre région à nous, il y a de moins en moins de festivals du livre, qui commencent petit à petit à disparaître les uns après les autres. Et est-ce que le média a toujours besoin des festivals pour se présenter? Peut-être que justement avec TikTok et l'impact de ces plateformes, beaucoup moins, tu vois? La deuxième question que je voudrais te poser aussi, c'est qu'on peut voir par exemple que les plateformes comme TikTok et tout ça, donnent un sacré boost à des plateformes indé. Par exemple, il y a des jeux assez fréquemment sur des plateformes telles que Steam, qui sont des jeux indés qui, se voient boostés parce que justement à un moment donné, un influenceur l'a mis en avant. Par exemple, il paraît qu'en ce moment, l'équipe du lundi, ils augmentent quand ils font une vidéo sur un jeu, sur Steam, il paraît que tu peux voir assez clairement l'augmentation des achats de ce titre-là. Est-ce que ça serait possible, ça, qu'on ait le développement d'un secteur indé dans le monde du jeu de société qui soit mis en avant par de telles plateformes, d'après toi? Alors, actuellement, non, mais parce que, effectivement, sur le jeu vidéo, tu as raison, il y a des tas d'exemples de jeux qui étaient sortis depuis longtemps. Je me rappelle plus comment il s'appelait ce jeu qui était sorti depuis 2 ans et qui avait fait genre 2000 $, qui est un jeu japonais, je crois, et qui, une fois étant passé chez un influenceur, est devenu, je crois qu'il avait fait en une semaine 1 million de $, ou je sais plus les chiffres, c'était hallucinant. Donc oui, il y a des exemples comme ça où la force de frappe de certains influenceurs, on le sait, elle est énorme. Je pense que pour l'instant, si on reste sur autant les livres, je pense qu'effectivement, il y a un basculement qui est en train de se faire avec les lives, parce que finalement, la pratique d'aller en festival, elle est moins liée au public qui est sur ces lives. Et je pense que du coup, comme le marché est en train de tourner vers ça, en fait, ces personnes-là ont plus l'habitude de consommer directement et d'être en relation directe avec les gens. Et donc, en fait, t'as pas besoin d'aller en festival si tu peux parler avec, une fois de plus, ton auteur ou ton autrice préféré. Moi, j'avais vu ça avec ma fille qui avait été à sa première dédicace. Elle avait fait le déplacement dans une librairie où elle venait et elle suivait cette autrice qu'elle n'avait jamais ni lu de bouquin ni rien. L'autrice venait de lancer son premier livre sur Instagram. Donc, il y avait déjà un côté où, à partir du moment où tu as accès à ces personnes, en réalité, tu n'as plus besoin de ces endroits-là. Donc je pense qu'il y a déjà un fonctionnement. Pour le jeu de société, je pense que c'est l'inverse. On le voit que tous les festivals ou les événements ont grossi, que ce soit les tout petits comme les plus gros. La très grande majorité, parce qu'il y a peut-être des cas particuliers que je ne connais pas, mais tous les grands événements qu'on a suivis ces dernières années n'ont fait que plus ou moins battre des records de fréquentation. Et je pense que ça s'explique par le côté showroom. C'est-à-dire qu'on est dans un showroom géant. Tu peux jouer, tester, approuver si tu préfères. T'es là pour jouer, pour voir est-ce que j'ai envie de l'acheter, est-ce que j'ai envie s'il me plaît. Et d'ailleurs, les ventes dans ces festivals qui font de la vente, pour certains, ont une vraie retombée derrière. Pas tous,
parce que tous ne sont pas fabriqués pour être des showrooms destinés à la vente au grand public. Et ils devraient y penser, mais donc je pense que tu vois la bascule TikTok va arriver aussi parce que TikTok c'est ça, c'est des live showrooms en fait. Donc Hmm. on pourra arriver à quelque chose comme ça. Mais je pense pas que ça remplacera dans un premier temps ces événements parce que tu as quand même le côté pouvoir jouer qui te donne, qui reste quand même, je pense, euh, la seule chose que tu pourras partager avec tes enfants, avec ta famille. Tu vois, si ta femme et tes enfants ou ta femme ne joue pas beaucoup, par exemple, c'est pas sa passion, elle joue de temps en temps, mais voilà, bah, tu sais que sur un week-end jeu, tu vas pouvoir l'emmener avec les enfants, elle sera contente, ça fait une sortie familiale. Et Non, donc, j'ai déjà essayé, et, c'est tout non. le temps non. C'est tu prends les enfants et tu te démerdes. Euh, Et donc, du coup, je pense, tu vois, que là, c'est plus difficile de faire un live jeu de société en famille. Je pense pas que, tu vois, que ce sera une activité familiale. Donc, je pense que c'est deux choses différentes, alors que le livre, c'est quelque chose qui se pratique en solo. Donc, il y a une... Je pense que là-dessus, tu vois, c'est ce qui va faire des petites choses. Euh, Alors, tu dis que ça se pratique en solo, mais de plus en plus, tu as les fameux clubs de lecture qui reviennent. oui, C'est et c'est assez marrant parce que, tu sais, dans les séries comme Desperate Wife et tout ça, tu sais, le club de lecture, c'est un peu le truc dont tout le monde se moque parce que ces ménagères qui passent leur semaine à lire tant de chapitres et puis qu'après se réunissent pour en discuter, tu sais, ça avait un truc drôle, alors que au jour d'aujourd'hui, c'est plus drôle, ça redevient à la mode, et tant mieux, parce que justement, je pense que il y a pas mal de gens qui arrivent à s'épanouir dans ce genre de truc. Donc ça devient de plus en plus une activité qui se partage avec les autres, tu vois. oui, oui, bien sûr. Ce que Moi, je j'ai voulais dire, c'est trouvé qu'en un termes de Discord. festival, Vas-y, vas-y, bon, excuse-moi. en termes de festival, t'as pas de club de lecture, c'est ça que je veux dire. Non, Qui est non, t'as pas de. effectivement Ouais, mais des est-ce endroits. qu'un club de jeu, c'est pas un peu un club de lecture où chacun veut donner son avis sur le jeu auquel tu viens de jouer? Mais tu vois, par exemple, il y a des Discords comme celui du passe-temps et tout ça, où ça parle de jeux, de critiques et tout ça. Bon, bah moi, j'ai découvert un Discord sur le problème à trois corps. Et il y a plein de trucs que je comprends dans le livre parce que les gens en parlent sur le Discord. C'est fascinant à voir. Bien sûr. Donc oui, il y a ça. Il y a aussi, forcément, on a parlé de... C'est pour ça que je laissais un peu cet élément-là, c'est que euh, dans les gens, il y a les influenceurs et les médias. Et Mm. comme on l'a vu, ça fait partie intégrante. Et pour moi, une des questions aussi qui va se poser pour les influenceurs ludiques, on en a déjà parlé, il y a le problème pour moi qui va arriver, qui est déjà présent en réalité, qui est la pression au niveau de l'IA Mm. puisque, on l'a vu, elle est déjà utilisée par certains, plus ou moins officiellement. J'ai repéré des posts qui étaient faits par IA, même sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'elle va se démocratiser de plus en plus, même s'il y a une pression au niveau des gens qui regardent. Elle va tomber, sauf quelques récalcitrants, mais je pense que le grand public ou la majorité des gens qui regardent les vidéos, bah, ça leur est égal. Donc, ce qui compte, c'est plutôt ce qu'ils en tireront comme information d'achat ou pas. Mais on le voit aussi qu'il y a pareil avec la VO qui Mm. arrive, donc le fait que tes vidéos vont être doublées, donc tu vas potentiellement être en concurrence avec le monde entier, Mhm. mais aussi le résumé des règles. Est-ce que tu as envie de te taper 2 heures de chaps, même si tu l'aimes bien, si une IA peut te faire ton résumé adapté en 20 minutes? Ah, Peut-être parce que pas. Chap, c'était pas une IA. Mince alors, j'ai appris un truc. Non, excuse-moi, je voulais juste le taquiner. Et donc en fait, il y a déjà une pression qui existe comme ça. Et ensuite, le deuxième pression, et qu'on voit déjà, auquel nous, par exemple, on est déjà soumis, mais pas que nous, qui est ce qu'on pourrait appeler, comment ils appellent ça, je crois, le factory content, ce qu'on a dit tout à Mm, l'heure, c'est-à-dire ces fameuses usines d'influenceurs en mm, Indonésie et en Chine. Et on a déjà un peu comme ça, des studios qui industrialisent un peu la diffusion et la création de vidéos. Alors, on n'en est pas non plus à ce que ce soit du contenu prêt à bouffer. Ça reste quand même des choses pour la majorité intéressantes, mais on a quand même des chaînes qui produisent, qui produisent, qui produisent. Et ouais, le danger, on le sait très bien, c'est le fameux home sandwich, c'est le contenu sans âme, etc. ouais. Les solutions, on l'a vu, qui sont aussi dangereuses que ce qu'il faut faire, que nous, par exemple, on a choisi, qui est en fait la valeur éditoriale. Je pense que c'est Ouais. ça qui est
et qui peut contrer ces dangers-là. Une forte valeur éditoriale, une transparence évidemment, hors commerciale pour ceux qui font du commerce, mais une transparence de manière générale, je pense, dans le contenu que tu proposes. Et puis je Mm. pense des lives ou des formats utiles. Apporter de la Ouais. valeur, je pense que c'est ta guideline qui peut t'empêcher de faire du contenu sans saveur. Et je vais pas dire qui, mais j'ai regardé dernièrement juste comme ça parce que je préparais une vidéo et je me suis dit, tiens, je vais un peu regarder comment travaille telle personne et telle personne. Et j'ai été estomaqué c'est pas bon. Mais vraiment, hein, il y a des fois, tu vois, ça m'intéresse pas. Et bon, bah, ça m'intéresse pas, ça veut pas dire que c'est pas bon. C'est juste que bon, c'est pas pour moi. Là, non, pour le coup, c'était mauvais. Et je me suis dit, mais Ouais. comment la personne. Non, j'en ai regardé deux, trois, tu vois, pour me faire une idée. Et je me suis dit, mais est-ce que la personne, elle fait vraiment du contenu en. Parce qu'il y avait beaucoup de contenu hein, qui sortait. Et je me suis dit, c'est quoi qui est derrière? C'est quoi l'intérêt? Parce qu'elle doit se rendre compte que c'est pas. Il n'y a pas de profondeur, que la vie, c'est qu'une répétition des règles expliquées juste avant dans la vidéo, pour redire la même chose. Et tu dis, mais en fait, c'est quoi la plus-value? On te Euh, demande des noms. Non, je vais pas le faire parce que c'est pas correct. Mais Non, mais vraiment, j'ai avoue que été. c'est quasiment désolant quand tu proposes une vidéo qu'une IA aurait pu faire, mais en mieux. Tu vois? Ouais, Parce que déjà, quand tu tombes sur des vidéos, tu sais, où tu as la voix qui est un peu étrange, tu te dis, ok, ça c'est de l'IA. Effectivement, te rends compte très rapidement que la vidéo a pas de personnalité. Et c'est bien dommage, hein, parce que pour l'instant. c'est pas que c'est bien dommage parce que c'est pas forcément le contenu qui est pas bon. C'est juste que, effectivement, l'être humain ajoute une valeur et c'est ce qui fait, par exemple, que, des influenceurs comme, par exemple, Martin de la Zone Jeux de société ou encore Etrigan et tout ça, ont fonctionné, c'était leur personnalité et que les gens finissaient par accrocher. Tu vois, même un monsieur Fall, hein, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'était un monsieur avec une personnalité qui, faisait qu'à un moment donné, tout le monde avait une opinion sur monsieur Fall, tu vois? Alors que, on ne donnera pas de nom, mais quand tu lis, par exemple, certains articles, de certains médias, qui reconnaissent utiliser, de l'IA, bah, il y a pas de personnalité dans l'article, dans les podcasts qui fait par IA, il y a pas de personnalité non plus et Oui, et pour l'instant, parce que pour regarder un peu, c'est un sujet qui m'intéresse sur le travail par IA. Sur les ouais. solutions qui sont utilisées, j'avoue qu'il y a des choses qui sont assez stupéfiantes. Alors Et pour le coup, oui, c'est vrai. voilà, pour les gens qui savent faire, tu fais pas le distinguo, hein, quand même. Il y a des Oui, trucs. sauf que, potentiellement là, il y a des procès qui arrivent, qui risquent de mettre peut-être un petit coup dans l'aile à l'IA, parce que notamment il y a des supers entreprises comme Disney qui ont décidé de s'attaquer à des ChatGPT, des, Midjourney et tout ça. Donc là, peut-être que dans les prochains temps, l'IA, elle c'est pas qu'elle va moins progresser ou reculer, c'est juste qu'elle risque de se prendre certains stops qui risquent de lui rendre la vie un petit peu Oui, compliquée, oui. quoi. En tout cas, sur certaines IA génératives, mais pour certains outils qui sont utilisés par IA, par exemple, actuellement, je Oui, pense qu'il y a certains outils qui n'y aura pas de rollback. Et notamment ce que va utiliser YouTube. Hein, vous le savez, YouTube va pouvoir utiliser oui. la, Non, mais comme la- outil d'analyse, c'est juste génial, hein. Tu capable aujourd'hui de demander à une IA de prendre un secteur X ou Y, hein, notre secteur à nous, et de lui demander de sortir, d'après lui, les vidéos, qui fonctionneraient le mieux et je sais que toi, tu as fait l'expérience et le constat que tu fais assez rapidement, c'est, bah, en fait, l'IA, elle ajuste parce que, il y a beaucoup de vidéos qui ressemblent à ça, quoi. Vous n'avez rien entendu, je couperai ce passage. Non, mais non, parce que c'est justement, ça peut fausser ce qu'on est en train de faire. Bref, bref, c'était secret. Euh, Ah, tu veux pas dire qu'on monte nos sujets avec ChatGPT? Mince alors, j'ai non, non, dévoilé un il secret. y a du contenu qui arrive et en fait, j'ai besoin que les gens ne savent pas ce que c'est. Bref, Ouais, bah, tu comprends le montage, oui. c'est tout. De toute façon, Autre. j'ai l'habitude que tu me censures, hein. Ouais, j'ai entendu un bruit bizarre, c'est l'IA. Euh, on arrive vers la fin de ce truc-là. Peut-être je couperai d'ailleurs le passage sur l'IA. Je suis pas sûr que c'était un peu hors sujet. Je suis pas sûr que c'était intéressant. Pour Oui. la partie, donc sur la question, on a parlé des influenceurs, etc. On parlait de faire comment on appelle ça? Merde, j'ai oublié le terme, du coup, ça m'a coupé. Euh, ah, pas la promotion, mais
Ah, on l'a eu dans le chat, justement, où on parlait du jeu, là. Deux. Blood of the Clock Tower, là. Ouais. Rétention? Non, pas rétention. Tu cherches le terme, oui. Je sais plus. Pas la J'ai prospection, looké mais... sur la connerie de Franck, là. Désolé. Je sais plus. J'ai oublié le nom. Quand j'oublie, je chante. Priez pour que je me rappelle. Bon, en tout cas, Tu on veux a qu'on fasse un parlé... synonyme? non, bah, tant pis. Ce que font les vendeurs conseils en boutique. Les recommandations. Ouais, voilà, on va utiliser ce mot. Euh, donc on parlait justement du travail de recommandation que peuvent avoir certains influenceurs. L'autre grand travail de recommandation qui existe dans le secteur du jeu, ce sont les conseils vendeurs en boutique. Et donc forcément, est-ce que les lives, le TikTok Shop, peut à terme tuer les boutiques? Parce qu'on a parlé des festivals, on a parlé du travail des influenceurs. Est-ce que pour le coup, ça peut tuer les boutiques? Parce que, bah, en fait, ça vient leur s'aborder aussi bien le côté conseil, puisque du coup, bah, tu as un mec en live qui peut répondre à tes questions, donc il peut te conseiller. Et nous, on le fait pas, mais on l'a vu que au tout début, avant qu'on dise que c'était pas trop notre style ici, tu as des gens qui viennent dire ben, est-ce que tu me conseillerais tel jeu ou tel truc? Tu aurais les auteurs en plus régulièrement, directement, avec qui tu peux discuter, donc tu es encore plus proche. Et on sait que c'est important hein, d'être proche de personnalités ou des gens qui créent les jeux. Ouais, on pourrait même avoir des conseils de stratégie, comme par exemple comment faire 36 avec Great Western Trail. Voilà, mais surtout, tu as le live, donc tu es en direct avec le jeu, éventuellement, donc on répond à tes conseils, donc tu es sûr de ne pas te tromper, on te montre l'objet, on peut te Ouais. montrer, etc. Comme tu l'as dit, c'est une Et boutade, ça mais en serait fait, plus efficace que, je sais pas si tu te souviens de ce projet d'IA qui devait faire un vendeur, là. On l'avait couvert, je crois, sur ma chaîne, qui au final semblait être pas si terrible que ça, là. Mais là, en plus, tu as un individu qui, effectivement, s'il anime bien son chat, peut faire un boulot qui est monstrueux, quoi. oui, oui. Et là, en plus, ben, tu as un clic d'acheter le truc. Donc en fait, tu te déplaces pas, tu es chez toi. Tu as un conseil Mm. en live. Tu peux parler avec, pourquoi pas, le créateur ou l'illustrateur que tu adores ou qui a fait le jeu, qui va t'apporter en plus des éléments complémentaires. Tu peux, Mm. comme tu l'as dit, demander directement des conseils de stratégie, pourquoi pas. Tu peux partager Oui. avec les autres qui sont aussi en live avec toi et qui peuvent se dire, mais moi j'y ai joué en Mm. festival, c'était génial. Bref, tu fais un clic, tu l'as acheté. Euh, en réalité, pourquoi tu te déplacerais dans une boutique à part si t'es vraiment, t'habites à côté et que finalement ça fait partie d'une des sorties et que t'apprécies ça. Mais tu vois, c'est un public très restreint finalement. J'ai posé la question à quelqu'un qui est influenceur et qui a une boutique. Est-ce que vous êtes capable de deviner à qui? Je crois que je suis dans le groupe. Ouais, on t'entend. Vous m'entendez? Attends, je vous entends pas sur mon casque, moi. Ça fait un truc bizarre. Attends, vous pouvez même avoir la caméra. En fait, je suis dehors, je suis en train de rentrer chez moi, j'étais au boulot. Voilà. Est-ce que tu peux Attends, nous dire ce que tu on te faisais cueille comme sur le boulot? chemin, du coup. Alors c'est bon, je vous entends de mon casque. C'était quoi la question? Qu'est-ce que je fais quoi? Tu faisais Comme quoi boulot. au boulot? Je faisais de la compta. C'est passionnant, mais voilà, de temps à autre, il en faut, j'ai des trucs, des trucs à faire. Et en fait, il y a des jours où quand je commence à bosser, et je me dis, ah ben attends, je suis d'humeur à avancer, ben je le reste jusqu'à ce que je m'arrête plus. Qu'il y a des jours, j'ai pas envie. Mais alors là, vu que j'avais envie, je suis resté un peu plus longtemps. Et là, sur le chemin du retour, je vous écoutais en audio, pour la peine. Je suis dehors dans la rue, il pleut, enfin, il fait 3 gouttes, quoi. Donc, à tout moment, je suis obligé de partir en courant, quand même. Pas de Donc soucis. dépêche-toi, Jérémy. Putain, Euh, vous avez de la chance si vous avez de la pluie. Ah, j'ai tellement remarque, je pourrais rester sous la flotte. Mais dans mon sac, j'ai Hansa Teutonica et je sais plus, et Arx. Donc, ça m'embêterait plutôt pour eux. Ouais, je te comprends. Il n'y a plus rien qui marche. J'ai fait péter tout lui des mains. non, non. Bah du coup, Punchboard. tu peux, si tu... Punchboard. Oui, Punchboard. Tu peux, si tu veux, donc répondre à la question qui était est-ce que, justement, par rapport au sujet,
est-ce que c'est la fin des boutiques, Hmm. le live shopping? Et est-ce que, vu que toi, tu es sur TikTok, et que j'ai Ouais. l'impression que TikTok, ça prend bien, euh, Mhm. est-ce que c'est aussi quelque chose qui pourrait être dans le futur de le passe-temps, c'est-à-dire du live shopping? Faire un live Bon, et vendre en direct. oui, alors déjà, premièrement, est-ce que ça va tuer tout ça? Mais en fait, je veux dire, le fait qu'on ait fait une chaîne YouTube ne nous a pas tués. Alors que pourtant, on dit aux gens qu'est-ce qu'il faut acheter. Ils n'ont pas besoin de nous pour acheter les jeux. Du coup, on leur dit, regardez, c'est cela. Ils peuvent les acheter directement sur Amazon, sur machin qui tu veux. Ça nous a pas tués, voire même ça nous a plutôt renforcés. On va pas se le cacher. C'est plutôt ça. Donc en fait, non. Et le live shopping, mais tu me diras, en fait, regarde pendant le confinement, on faisait des live Twitch dans lesquels on faisait rigoureusement ce que tu dis. On conseillait Madame Michu pour dire ah ben, c'est plutôt à Cryptid auquel il faudrait jouer. Non, là, ce compte-là jouait à 50 missions. Ça nous a pas tués, ça nous a renforcés. En fait, donc, je le vois pas immédiatement, mais il faut que les boutiques s'en emparent. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est la prolongation même de notre boulot. Et si tu fais comprendre aux gens que ce service que tu as quand tu es en live, parce que tu n'es pas en live 24 heures par jour, ben en fait, tu peux l'avoir quand tu vas dans une boutique qui est ouverte 10 heures par jour et que c'est sympa, que les gens sont chouettes, et que tu partages un peu d'humain, bah let's go. C'est une chose sur laquelle Cultura, la Fnac ou tous ces gros trucs-là, aujourd'hui, dans leur modèle économique, ils n'incluent pas le fait d'avoir des vendeurs et d'avoir des humains qui parlent à des gens. Ils ne peuvent pas inclure le fait d'avoir des gens formés, payés convenablement à maîtriser les choses. Et comme ça fait partie d'un modèle économique, ça ne changera pas de sitôt. Donc, je pense qu'il faut que les boutiques s'emparent de ça. Est-ce que le passe-temps va s'y mettre? Ben oui, bien sûr, évidemment. Ça fait des siècles qu'avec Tony, on veut faire ça, on veut préparer les commandes des gens en live, tout ça. Bon, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et aujourd'hui, une des choses du TikTok Shop, en l'occurrence, c'est que ça a son propre canal. C'est-à-dire que tu me passes une commande sur TikTok Shop, ça va dans le TikTok Shop. C'est pas connecté avec mon imprimante qui m'imprime les petites étiquettes de Colissimo, de Mondial Relais. Je n'ai pas tout sur la même interface. Donc ça veut dire qu'il faut que j'arrive à connecter TikTok Shop et mon interface actuelle pour une fois être redirigé dedans. Je vous passe les galères techniques de la chose, mais c'est un enfer. Mais évidemment qu'il faut qu'on s'empare de ce truc-là. Chose que Facebook ou qui avait une boutique Facebook, mais c'est une purge à utiliser, c'est de la merde, ça marche pas du tout. Évidemment, si je suis en train de te dire, bah regardez, ce jeu il est cool et que tu as un bouton, tu cliques, tu l'as chez toi 48 heures après, enfin, c'est évidemment trop fort. C'est le sens du vent, du temps et de l'histoire. Je dis pas que TikTok soit la plateforme la plus géniale du monde, mais moi je dis que je suis un acteur économique qui essaie de parler à des gens pour essayer, à la fin du mois, de survivre de mon bout de ce boulot-là. Eh ben, si le moyen, demain c'est TikTok, hier c'était YouTube, avant-hier c'était Instagram, ce que tu veux, ben, il faut que je sois là. J'ai pas d'intérêt. Je vends des jeux en 2025. Eh ben, il faut que je Mm. me comporte comme quelqu'un de 2025. Donc, bien sûr qu'on va le faire. Je me suis déjà dit que j'allais peut-être banaliser certains jours à Noël dans lesquels je ferais ça quasiment à longueur de journée. Je ferais des conseils de TikTok ou autre à longueur de temps, quoi. Bon, on n'y est pas encore d'ici à ce que ça se fasse, mais c'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. C'est l'extension directe de mon boulot. Ça m'amuse de le faire. C'est rigolo à faire. Donc, en avant. Et est-ce que, tu as la possibilité aujourd'hui de dire, parmi parce que tu es sur plein de réseaux sociaux, hein, tu es sur TikTok, Mhm. YouTube, Instagram et Ouais. est-ce que tu as la capacité de dire lequel des réseaux sociaux justement te ramène le plus de clientèle? Ou c'est un peu dur à dire et ça sera un peu au doigt mouillé parce qu'en fait, il y a pas de comment dire? J'ai pas de tracking, si tu veux. J'ai pas OK. les gens portent pas un cookie sur eux, tu vois? Les gens, ils arrivent pas dans le magasin avec une étiquette Instagram, quoi. Mais clairement, si je l'estime au doigt mouillé, c'est Instagram qui, pour l'instant, me rapporte, je pense, le plus de flux, de passages. Mais les statistiques et l'algorithme nous adorent sur, sur Instagram. C'est débile. C'est débile, débile. Tu vois, aujourd'hui, j'ai publié une vidéo genre les 6 jeux que j'ai préférés depuis le début de l'année. J'ai publié ça à 8 heures du mat et je pense que là, on doit être à 80 000 vues. Là. OK. Donc, tu vois, c'est colossal. Et c'est Ouais. liké et vu par des tas de gens qui sont des gens enfin, tu sens que ça sort complètement, complètement du microcosme du monde du jeu, quoi. J'ai des OK. députés qui s'abonnent, des chanteurs, des acteurs. Donc, ça traverse la société, quoi. C'est assez rigolo. Bon et sur Instagram, tu es capable de comme sur YouTube, de mettre les liens vers, votre boutique? Alors,
Non, car l'outil d'Instagram et tout est pourri, mais, Ok. en fait, aujourd'hui, moi, j'ai une boutique qui est codée sur PrestaShop et Ok. je pense qu'en ayant une boutique codée sous Shopify, il y aurait des ponts plus évidents à mettre en place. Aujourd'hui, quand tu dis, à Instagram: «Tiens, fais un lien vers le produit» et qu'il voit que c'est du PrestaShop, il dit: «Ah ben non, je sais pas faire, je sais pas le connecter, je sais pas dire que c'est un produit machin», alors que ça, sur du Shopify, il pourrait. Donc clairement, je m'oriente à horizon l'an prochain, après, 3 ans de bons et loyaux services et hop là, au bout de 3 ans, c'est parti, on réinvestit des dizaines de milliers d'euros dans refonte de l'outil informatique parce que, bah, la société avance et il faut avancer avec, hélas, même si des fois on préférait prendre des vacances et être peinard. Mais non, ça marche pas comme ça, c'est un métier. Ouais. Est-ce que si la société avance, est-ce que tu as pas l'impression que le monde recule? Bref, bref, c'est pas. Mais attends, je vais te dire une chose. C'est-à-dire que moi, je réponds là à tes questions en tant qu'acteur économique, si tu veux quoi. En tant qu'acteur économique qui, comme tu le disais tout à l'heure, bah, ça le temps pour les boutiques, pour les festivals et de manière générale pour les indépendants. Heu, Moi, de moi-même, Simon Murat qui marche dans la rue à 22h30, aller sur TikTok, je m'en contrefous. Moi, le passe-temps, je ne m'en contrefous pas et c'est voilà, c'est différent, c'est que moi, je peux pas faire abstraction que le passe-temps, vit dans un contexte économique global et mondial auquel je suis obligé de m'adapter et Hmm. tous les destins que je puisse être, je ne suis pas, plus fort que le système, quoi. Donc je joue avec les règles ou je crève parce que les autres n'attendront pas et vont jouer avec ces règles-là. Maintenant, s'il y a un truc qui demain doit être, ni moral ni souhaitable ou quoi, moi je souhaiterais que la loi interdise ça à tout le monde. Si on Ouais. considère que demain, telle ou telle activité n'est plus, souhaitable, parce que si je le fais moi-même, je vais juste creuser ma tombe. Je peux aller voter, je peux aller user de ma parole, faire bouger les choses, mais moi Ouais. je suis un légaliste. C'est-à-dire, je considère que tant que la loi n'a pas dit merde, je considère que les choses sont un peu inarrêtables et je ne crois pas en l'automoralisation des choses et des gens, quoi. Donc, tant que la loi n'aura pas dit Amazon, c'est une infection, ça va nous pourrir et ça va ruiner notre société, ben évidemment, tout le monde, c'est Amazon qui va gagner à la fin. Donc, votez pour des gens qui envoient chier Amazon. Voilà, bisous. Merci, Alors, merci. je veux pas te faire peur, mais il est plus 22h30, hein, il est 23h15. Je sais, j'ai rien à bouffer chez moi. Je me suis dit, je vais passer m'acheter un truc au McDo. Résultat, c'était déjà fermé. Je vais aller me faire du riz avec de l'eau. Voilà. Voilà. Mmh. Je vais te poser une dernière question en tant qu'acteur justement économique. Est-ce que toi, tu Ouais. crois, en ce qu'on peut entendre en ce moment, à la disparition de la vente physique et qu'on n'ait plus que de la vente par correspondance ou des choses comme ça? Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, dans le jeu de société, on aura toujours besoin de la vente physique? Je ne crois pas une seule seconde à la disparition de la vente physique, mais pas une seule seconde. Par contre, parce qu'il y a toujours besoin des gens qui se baladent dans la ville, qui veulent acheter quelque chose, de l'achat d'opportunités, enfin et enfin vraiment, vraiment j'y crois pas. Et même Mmh. écologiquement, je pense pas que ce soit souhaitable que ça disparaisse. Parce que, je pense que des gens qui vont en ville à pied dans un centre-ville chercher un truc, c'est quand même un peu plus souhaitable, mais bon, écoute, encore que je sois pas un expert en calcul de la chose, mais tout de même. Donc je crois pas que que ce soit en cours. Enfin je veux dire, le fait de se dire livrer ses plats chez soi n'a pas tué les restos. Je pense il Mmh. y a quand même une histoire de lieu. Netflix n'a pas totalement tué les cinémas. Enfin, évidemment, il y a une virtualisation de la vie sociale dans tous les pans de la société, mais ça va engendrer du tumulte, des modifications. Ça, comme toujours, peut-être plus là, on est en train de commencer à les voir hein, avec tout plein de petites boutiques qui crèvent à gauche, à droite, mais ça va être l'occasion de restructurer un peu les choses. En fait, vu que de plus en plus, les ventes vont se concentrer sur, Cultura, la Fnac et les espaces culturels Leclerc. Et demain encore, d'ici 2 3 ans, ça sera Amazon, Loudoum et Philibert, qui encore auront grandi au détriment des boutiques. Bah, des boutiques, il va plus rester, tant de monde que ça pour survivre. Mais, j'estime et j'espère que ce sont, celles qui joueront la carte de cette différence-là, quoi, Mmh. qui pourront survivre, de l'exhaustivité, du conseil et du lieu, quoi. Surtout du lieu qui est un peu, en avance sur son temps. C'est ce qui va nous différencier des autres, donc je pense qu'il faut jouer cette carte-là, quoi. L'effet de dire: «Ben, en fait, quand vous passez en ville, c'est chouette d'aller dans un magasin de jeux» et ça, Ok. vous l'aurez pas ailleurs, quoi. Bah, merci bien pour la réponse. Jérémy, je te repasse la main.
Ah, c'est 1 sur 2. Vous n'arrivez pas à être 2 en même temps sur le Discord, là. Ok. Bon, ben, merci. Hein. Et puis, rentre bien. Ah bah là, c'est bon, je suis en bas, là, regarde, Ok, je suis arrivé chez moi. Donc ça c'est va. bon, allez, impeccable. Ben, bonne fin de live à vous tous, la bise à Franck et à Natou, aux gens que je connais qui nous regardent. Voilà. Ok. Et Allez, à vous. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. Salut, salut. ciao, Ciao, ciao. ciao. Et voilà, je pense qu'on était bien pour une conclusion là-dessus, pour cette vidéo. Ciao, ciao les gens sur YouTube. Et n'hésitez pas à nous rejoindre en live si vous voulez vous marrer avec nous. C'est ça. C'est tous les lundis, 21h.